Pirate. Radiopirate.com. Oh, ben, ça fait du bien dans la première... quasiment 2 heures sur Radio Pirate Prime. On s'est sauvés, mon ami Jerry et Mr. White, on s'est sauvés à bien des endroits. On est allé plonger dans les plus gros vidéos jouées en 1989, à la même période, à MTV. On s'est promené avec un peu de country, parce qu'on a parlé du gros festival de musique country à Indio, California, sur le site de Coachella, qui aura lieu à la fin du mois d'avril, pendant 3 jours, si ça vous tente de décrocher, parce que, justement, si vous voulez décrocher beaucoup, là, si vous voulez vous sentir le plus loin possible de ce qu'on essaie de vous faire vivre, eh bien, se sauver dans le country, je trouve que c'est une bonne affaire. Ça nous... D'abord, on sait que c'est quelque chose que la gang qui nous déteste répugne. Ils sont pas là, eux autres. Ça, c'est sûr. Eux autres sont pas là. Pour eux autres, le country, c'est une gang de redneck, puis c'est une gang. Donc, sauvez-vous là, ça va vous faire du bien. Mais si ça vous tente d'aller vous baigner dans le désert californien à 110 degrés Fahrenheit, on en a parlé pas mal dans le Prime, on a parlé de ce Stagecoach pendant 3 jours à Indio, California, un des endroits que j'adore. Ça se passe donc à Palm Springs, Palm Desert, La Quinta, Indio, tout le même coin. Donc, le long de l'autoroute 10, en plein désert. Ça se passe à la fin avril. Avoir un petit peu de cash, Jerry. Avoue qu'on pourra aller diffuser de là une semaine, c'est le fun. Hey, c'est plus ça, les vedettes qui sont là. C'est fou, là. Incroyable. Hey, j'ai plein d'affaires à vous jaser. J'ai pas une affaire, j'ai plein d'affaires. Je sais pas comment je file aujourd'hui. Je sais pas comment... je sais pas, je file bizarre. Des fois, j'ai des... Je sais qu'on est à... C'est le solstice du printemps. Donc, je sais que l'hiver n'est pas fini, là. L'hiver n'est pas fini. On a eu un hiver. Non, l'hiver ne finit pas au Québec avant le 1er mai, là. OK? Donc, on a toujours des petits up and down, c'est normal. Mais les journées rallongent. On s'en va vers le meilleur. Mais il y a des affaires qui nous arrivent et on dit, voyons, calife. Pourquoi? Pourquoi c'est le même? Tu sais, moi, je passerais une loi pour qu'il y ait, par 4 ans, 2 sondages. Un sondage après la première année pour voir si le nouveau gouvernement est aimé. Okay. Et un sondage la dernière année à 6 mois des élections. That's it. Beaucoup trop de sondages qui nous font réaliser que comme peuple, collectivement, individuellement, je connais plein de gens extraordinaires, mais collectivement, la marde dans laquelle on est, on court après, là, à tous les jours. Là. À tous les jours. Là. Donc, je regarde le sondage, je me dis, attends un peu, là. Là, vraiment, les gens sont en crise après François Legault, puis que là, il l'abandonne, puis il perd encore des plumes. Et le parti qui ramasse quasiment tout, c'est le Parti québécois de PSPP. Là. Oui, ouais. Qui va être majoritaire. Le gars qui pleure, là. Le gars qui pleure, exactement ça. C'est le leader pour bâtir votre pays. Là. C'est votre bâtisseur numéro 1. Là. C'est votre alpha. Là. Suite à... moi, j'ai fini le Dynasty Patriots. Là. Quand vous écoutez Dynasty Patriots sur Apple TV, le dernier épisode a été déposé hier, vous comprenez pourquoi les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été une des plus grosses équipes de sport dans les 20 années où ils ont dominé. Toutes ligues confondues. Là. Tu te dis, comment ça se fait, donc? Et les gens essaient de se questionner. C'est-tu Tom? C'est-tu Bill? Ben moi, je mets Tom, Bill, puis je mets le proprio puis son gars, là. Ça va comme c'est mené, là. Ça prend des vrais de vrais, là. Pour gagner, là, ça prend des vrais. Puis quand tu vois Bill Belichick, là, ben, il est tout l'inverse de PSPP, là. C'est tout l'inverse de PSPP. Bon, il n'a peut-être pas l'air gentil, hein? Il n'est pas attachant. Ouais, mais ça ne faut pas que tu sois gentil pour gagner. Faut que tu aies un côté assez autoritaire. Il faut que tu mettes ton poing sur la table quand ça ne fait pas, là. Mais au bout de la ligne, tu gagnes. T'es pas là. Lui, il dit, on n'est pas là pour avoir du fun, là. On aura du fun quand on va aller s'étendre sur le terrain
au mois de février puis que les graffitis tombent. C'est là qu'on aura du fun. Donc, quand tu es focus, tu ne gagnes pas par accident. Là. Ça peut arriver. Mais généralement, si tu bâtis une dynastie, surtout dans l'époque d'aujourd'hui, comment c'est difficile de bâtir des dynasties dans le sport avec les gens de PME qui se promènent un peu partout, les athlètes sont devenus des PME. Il y a quelque chose à retenir de ça. Et tu te dis, comment ça se fait que nous, on est loin d'être une dynastie? Le Québec est à l'image de son club de hockey. Depuis une trentaine d'années, cette place-là est complètement perdue. Complètement. En fait, c'est losing after losing, 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 losing. Et il y a comme une chose, on dirait qu'il y a un confort chez les Québécois de perdre. Les Québécois semblent bien, comme un cochon, dans marde. Puis ça, on le dit pas assez. On est là, on en veut aux politiciens, on en veut aux médias, on en veut à plein de monde, mais on oublie qu'à l'entour de nous, parce que là, je suis content de voir que les Québécois se rendent compte que le plus mauvais gouvernement de l'histoire du Québec, un des plus terribles, celui qui vient nous mettre dans la marde financièrement comme personne ne l'a fait. Des gens qui nous ont embarrés pendant la COVID, des gens qui nous ont menti pendant la COVID, des gens qui ont laissé des gens mourir dans des chambres sans soins. 6 000 quelques personnes en sont mortes. Ça n'a pas empêché les Québécois de réélire après la COVID. 94 élus, quand même surprenant. Et là, pas longtemps après, pour une histoire de hockey, un peu même mal compris de plusieurs, une histoire de 5-6 millions, alors qu'on perd des milliards. En passant, là, on a acheté pour des centaines de millions de masques pendant la COVID. Et hier, quelqu'un me racontait que les fameux masques qui ont été payés, genre 1 pièce du masque, puis qu'on s'est rendu compte que c'était des masques de marde, ont été brûlés dans un incinérateur. Oui. Yes, les millions volés, des gens sont devenus hyper millionnaires grâce à ce gouvernement incompétent. N'oubliez pas qu'on a dépensé 17 milliards avec des contrats. Il n'y avait pas rien, là, c'est du gré à gré. Là. C'était, regarde, on a besoin de ça. Tiens, voici 10 millions. On ne savait même pas c'était qui, on ne savait pas c'était quoi, on ne savait rien. On en a besoin, 10 millions. Hein, mais tu ne sais pas ce que j'ai à t'offrir encore. Et là, les Québécois se sont rendus compte que c'était une gang d'incompétents. Ils se sont rendus compte que ceux qui nous avaient avertis que François Legault allait shaker le Québec au point où il allait être dangereux, Jean Charest l'avait dit, il avait raison. Et là, aujourd'hui, pas longtemps après l'élection, là, il y a un flash de génie dans le peuple québécois. Là. Alors qu'on avait crissé dehors après la COVID lors de l'élection, il y a 1 an et demi. Là. Ben non. Non, les Québécois ont décidé de revoter pour lui. Mais quelques mois après, oh là, les Québécois sont vraiment fâchés contre François Legault et la CAQ. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est le même gouvernement qu'il y a 2 ans. Pour qui vous avez voté? Vous avez 94 élus. C'est la même gang. Je sais pas, un manque de pilules, un manque de... Je sais pas, une histoire. Et là, tu te dis, bon, OK, on va se réjouir de ça. Finalement, les Québécois ont un éclair de génie. Ils viennent de se rendre compte qu'ils se font fourrer par la CAQ. Et là, tu leur dis, puis, vous allez voter pour qui? Ils répondent, le PQ. Oui. Ah, il y en a quelques-uns même qui ont 3% de plus pour QS. QS, c'est dangereux, là. QS, c'est des gens qui votent dans une motion sur une histoire de femme vagin, puis que finalement, ils n'ont pas lu le jugement. Là. Pas moi qui le dis. C'est le gars, là, le petit prétentieux de QS, là. Le gars, il dit, ouais, finalement, on était tellement dans le jus, on n'a pas eu le temps de lire le jugement, donc on a voté sur quelque chose qu'on ne savait pas. Ah ouais, ça vous arrive combien de fois, ça? Ça arrive tout le temps. Tout le temps. C'est-tu une exception ou c'est pas mal la manière que vous fonctionnez? Moi, je pense que c'est pas mal la manière qui fonctionne, la gang d'incompétents. Pas grave. Les Québécois, 3% de plus que les autres sondages. Bon, ça veut peut-être ça. Mais c'est le PQ, le gars qui veut bâtir un pays, le gars qui, après 1 an au pouvoir, va faire un autre référendum. Alors qu'on est dans la marde financièrement comme jamais, c'est très bon pour l'économie, ça, de faire un référendum. Et surtout que tu donnes un bulletin de vote aux Québécois qui sont très dangereux qu'un bulletin de vote.
Ah, ouais, mais je regarde les sondages, puis il y a juste 35-40% des Québécois qui veulent un pays. Ah ouais? Tu te fies à ça, toi? Ça prend une histoire des Kings de Los Angeles pour qu'une patente change de 20%. Il arrive de quoi pendant... Écoutez bien, là, la dernière fois qu'on a voté pour un référendum, ce référendum-là, au début, allait nulle part. Il est arrivé un gars avec une patte de bois, puis les Québécois se sont amourachés de lui. OK? Puis le gars, je ne sais pas s'il avait sa patte de bois à ce moment-là, mais les gens sont tombés en amour. Ils ont tassé Parizeau, ils ont mis... Bouchard était là. Puis là, ça a swingé d'un... On a manqué y aller. Ça a passé à 50 000 votes. Mais au début, ça allait nulle part. Donc, vous le savez, vous connaissez les Québécois. C'est des boules d'émotion. C'est très dangereux d'aller jouer avec le PQ. Surtout, c'est une gang d'incompétents. Avez-vous l'équipe alentour de ce gars-là? Avez-vous vu la gang qu'il y a alentour de ce gars-là? Il n'y a pas de gang. Il n'y a pas de gang. Ah, mais Éric Duhem, lui, il n'est pas bien entouré. Attends un peu, là. Si je compare la gang du PQ avec la gang à Duhem, il n'y a aucune comparaison, là. Puis là, pour le 10% du Parti conservateur du Québec, les Québécois iront jamais là. C'est décevant. Les Québécois iront jamais là. Au fédéral, les Québécois, ils disent, ouais, dans le même sondage, les Québécois vont voter bloc. OK? Deuxième, libéral. Troisième, à 23% stable. Rien qui bouge. Blanc. Poilievre, le gars qui va passer à la gratte partout au Canada. Sérieux, on mérite d'être dans la marde. Mais si Poilievre n'est pas capable... Oh, le village gaulois résiste. Hein, le village gaulois. Village de cave. Ils sont prêts à voter. Ils sont prêts à voter pour le Bloc québécois qui ne leur apporte rien. Une gang de fendants, gauchistes, green, du monde qui prennent pour la Palestine, du monde qui prennent pour le Hamas, des gens qui ne mettent jamais un seul post ou un seul tweet où on dit au Hamas, relâchez vos otages d'Israël. Excusez-vous, mettez-vous à genoux pour le massacre que vous avez fait le 7 octobre. Jamais. Il n'y a jamais ça dans leur message. Au moins, Richard Martineau s'en est rendu compte. Martineau, des fois, hein, genre de girouette, on ne sait pas trop ce qui s'en va. Là, il dit, il y a un écran de génie. Faites-vous-en pas, demain, il va vous déplaire. Faites-vous-en pas. C'est une journée de temps en temps où il y a un flash de génie, ça peut y arriver. Mais c'est ça, le Bloc québécois. Le Bloc québécois, c'est une gang de saucés, là. C'est pas des gens qui défendent le monde qui ont des F-150. Ces gens-là, tu sais qui veulent le faire? Le gars en région qui va voter F-150 va te dire c'est quoi que ce gars-là veut. Pas le gars qui vote, mais le gars qui va te représenter. Va me dire ce qu'il il te le dira pas. Le fils à Gilles Duceppe à Dolbeau. Le fils à Gilles Duceppe à Dolbeau, ce qu'il veut, là, va te le dire ce qu'il veut. Il va te voir. Il te regarde avec ta suite de skidoo, ton F-150, ton trailer, puis il dit « Hey, votez pour moi, on va aller défendre les intérêts du Québec à Ottawa, on va aller chercher ce qui nous appartient. On va aller chercher notre argent. On va aller défendre les intérêts des Québécois. » Une fois l'élection finie, c'est pas ça qu'il veut. Une fois l'élection finie, ce qu'il veut, c'est que le gouvernement t'impose une taxe de 60 000 $ sur ton F-150. C'est ça qu'il veut. Est-ce que vous l'avez entendu dans les médias ce matin? Oui, il parlait de ça à Radcan le matin. OK. Suite à ce qui est arrivé où? En France. En France, oui. Puis eux autres, ils appellent ça le principe bonus-malus. Bonus-malus. Voilà. Je vais l'expliquer d'une manière très simple, Jeff. C'est que, mettons, en assurance, là, mettons, bonus-malus, là, c'est une expression qui vient de l'assurance, du domaine de l'assurance. C'est que la prime est modulée par tes habitudes. C'est ça, le bonus-malus. Je donne un exemple. Si toi, tu fais beaucoup d'accidents avec ton char, bien, ta prime d'assurance va monter. Ou, mettons que tu es fumeur, bien, ta prime est plus chère que le non-fumeur. Donc, autrement dit, si toi, tu es comme un genre de... Comment dire? Autrement dit, toi, tu es en danger d'une manière. Toi, là, ils vont moduler le prix pour toi. Donc, la prime est plus chère
Parce que toi, tu fais des accidents de char, parce que toi, tu fumes. Mais là, ils vont ramener le bonus-malus aux chars, aux autos. Oui. Donc, si tu as un pick-up, si tu as un SUV, bien là, tu es un malus. Parce que tu comprends, tu n'es pas fin. T'es comme un fumeur, t'es comme quelqu'un de pas en santé. Tu vas te faire... Voilà, t'es un fumeur, t'es quelqu'un qui n'est pas en santé. C'est comme si t'étais quelqu'un qui faisait plein d'accidents, en fait. Donc, on dit c'était comme une espèce de détestable. Donc, les détestables, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les taxer. Il faut les charger plus cher. Parce que quand on les taxe, tout s'arrange. C'est ça, mais c'est le principe de l'assurance qui reporte à la voiture. C'est ça qui est capoté, là. C'est complètement sauté. Donc, le client, il rentre dans le showroom, là, puis là, il voit, mettons, je sais pas moi, un truck. Ah, OK, ça, c'est un SUV, telle affaire. Oui, monsieur, vous savez, puis là, il vaut 62 000. Oui, mais là, vous savez qu'il y a 40 000 de taxes dessus. Là. Parce que là, ça, c'est un véhicule qui n'est pas aimé. Là. 40 000 tu fais, oh oui, c'est des prix, c'est des montants de taxes complètement... Il y a 60 000 € en France. C'est ça. Ils veulent mettre 60 000 € sur des pick-up. Voilà. Sur le principe bonus-malus. Bonus-malus. Donc là, tu vas dire, moi, je suis une bonne personne. OK, toi, c'est ça qu'ils veulent, le Bloc québécois. Ben, si tu es une bonne personne, tu vas acheter telle voiture. Ben, racontez-moi pourquoi les Québécois veulent voter pour le Bloc. C'est des gens de gauche, c'est des défenseurs des terroristes du Hamas, c'est des gens green qui veulent t'enlever ton pick-up, ils veulent t'enlever ton skidoo. Pourquoi vous votez pour eux autres? Votre seule alternative pour vous sortir de cette gang de malades mentales-là, c'est de voter pour Pierre Poilievre et les conservateurs, voyons. Extrême droite! Je veux dire, c'est assez facile à comprendre. Ben, au Québec, c'est la même chose. L'alternative au Québec, il n'y en a pas, là. Tu sais, la CAQ et le PQ, c'est la même affaire, là. Non, mais je t'ai écœuré de la CAQ. OK, tu vas voter pour qui? Le PQ. Ah, si, ouais, tabarnache! Ah non, je vais voter QS. Ben voyons, c'est la même maudite gang. C'est tous des extrêmes gros gouvernements, des taxeux, des patentes, des affaires, des autobus, des traversiers électriques, toutes sortes de cochonneries, toutes sortes d'affaires complètement cinglées. Ah, je vais voter libéral. Les libéraux sont rendus pareils. Il y a une alternative. Une seule alternative. Et moi, je pense que Éric va devoir... C'est correct. Il faut toujours pointer ce qui ne va pas. Il faut toujours pointer les fautes des adversaires. C'est normal que tu es dans l'opposition. Mais il va falloir qu'on explique aux Québécois c'est quoi un parti conservateur. Qu'est-ce que va être notre paysage de taxation avec les conservateurs? Quelle sera la TVQ avec les conservateurs? Quels seront nos impôts? Comment sera le système de santé? Il faut leur vendre des affaires pour les faire bander. Parce que là, on a l'impression qu'on vote toujours pour un agresseur. Et les Québécois, je ne sais pas, ils sont comme à l'aise avec des gens qui les agressent, qui les taxent, qui leur donnent des services de merde, qui les ridiculisent. Ils sont comme à l'aise avec ça. On dit que c'est le genre de syndrome de Stockholm. Mm-hmm. Ben, ils l'ont, OK? On deal avec ça, là. C'est ça. Le Québec, c'est ça, là. Mais les Québécois sont décourageants. Tu sais, les Québécois sont décourageants. Dans le sondage, il y a une bonne affaire qu'on a vue dans le budget. Il n'y a pas beaucoup de bonnes affaires dans le budget de Girard et de la CAQ. Il y en a pas, là. Mais il y en a une affaire de pas pire. Ils arrêtent de donner des subventions à des gens qui veulent s'acheter des chars électriques. Bien, les Québécois, pas 1 sur 3, là. La majorité de Québécois trouvent que c'est une mauvaise idée. Là, il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a plus rien à faire ici. Voyons, Chris. Il n'y a plus rien à faire. Depuis quand qu'on doit prendre l'argent du monde pour que quelqu'un de riche s'achète un char électrique, payé avec l'argent du monde qui n'ont pas le moyen de s'en acheter un? C'était une subvention qui n'avait pas de Christie de bon sens, cette affaire-là. Finalement, au moins, un éclair de génie, ils réussissent à l'enlever, puis ça passe. Mais là, on les questionne, les Québécois disent « Ouais, c'est pas une bien bonne idée, là. Moi, j'aurais aimé ça avoir une voiture électrique payée en partie par le gouvernement. Paye-toi là ta calice de voiture électrique! » C'est quoi cette affaire-là? OK, au début, 2-3 patentes pour essayer de montrer que ça existe. Mais vous savez comme moi qu'une voiture électrique qui est subventionnée, hein? Ben, premièrement, vous fourrez quelqu'un qui a payé de l'impôt toute sa vie. Deuxièmement, vous donnez un cadeau aux constructeurs, aux concessionnaires de chars. Pas pour rien que les concessionnaires de chars babounent.
Oh, mais c'est donc bien plate, là, on va avoir de la misère. Ben oui. Voyons. Tous ceux qui vendent du stock, il n'y a personne qui est subventionné pour acheter du stock. Ça part de où, ça? Les Québécois sont bandés à la taxation, aux impôts, aux subventions, au gouvernement qui lui donne des nananes. Calif de calif. Je sais plus ce qu'il y a à faire, ça. Sérieux, je ne sais pas. Moi, ce sondage-là, il faut qu'il arrête d'en faire. Il faut qu'il arrête de faire des sondages. Moi, ça me crisse à terre. Tu sais, à moins que ces sondages-là soient poignassés puis que finalement, c'est tous des mensonges. Mais je veux dire, regardez alentour de vous, là. J'ai l'impression que le Québécois pour avoir l'air un peu teuton, il est pas pire là-dedans. Il y a de l'ouvrage. On n'est pas nombreux, les amis. On n'est pas nombreux. On est 500 000. On est 500 000 que si c'est nous autres qui menaient à patente, ça irait douette en joie le vert. Mais malheureusement, t'as des millions de Québécois. Plus t'es poche, plus t'es loser, moins t'es compétent, moins t'as de vision et plus ils te font confiance. Le mystère PSPP, là, ça c'est un mystère. Là. C'est un méga mystère. Alors, ça, c'est un mystère. Là. Puis, je suis allé, je me suis dit, parce que tu as eu l'histoire, parce que lui, il est élu dans Camille Lorrain. Camille Lorrain, c'est, autrement dit, une partie d'Hochelaga-Maisonneuve, une partie Anjou à Montréal, là, puis dans le coin de la 25, là, autrement dit, Anjou, puis une petite partie d'Hochelaga-Maisonneuve. C'est un nouveau nom qu'ils ont donné à cette place-là. Là. Lui, il est élu là. Mais s'il n'y avait pas eu de vol de pamphlets de la QS a gagné, là. Lui, il passait pas, là. C'est la QS qui gagnait. Oui. Mais là, la QS s'est tassée. Puis, je me suis dit, je vais fouiller, puis je vais essayer de trouver... Oh, t'aimes ça, les sondages, Jeff? Oui. Je vais trouver un sondage, je vais aller voir. Là, j'ai trouvé le journal... je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelle Métro. Ça existe encore aujourd'hui? Non, Métro? ça n'existe plus. Ben, ils sont morts. Mais j'ai trouvé une vieille patente de Métro. Un genre de journal de gauchiste de l'Est de Montréal. Et même si QS a été débarqué, OK, le PQ n'était pas premier d'un sondage. En date du 26 septembre 2022, OK, la CAQ était en avance à 42 %. Le PQ était deuxième à 37. Il n'y avait plus... Parce que quand elle s'est faite, elle s'est tassée, là, la QS. Il n'y avait plus de candidate de QS. Elle ne s'est pas fait remplacer, comprenez-vous? Donc, sur le bulletin de vote, il n'y avait pas de QS. Donc, les QS, il fallait qu'ils votent quelque part. Mais les experts, c'est drôle, dans la chronique, ils parlent à 2-3 experts. Il y a du monde de sondage. Les experts. Mais 2-3 sondages, puis ils disent « Ouais, on pense pas que PSPP va passer dans Camille Lorrain. » Je te jure, c'est drôle à voir, mais il a passé. Et 1 an et demi plus tard, c'est comme le Messie. Oui, lui, là, c'est bâti sur absolument rien. Le gars du carton, c'est une méga star. C'est impressionnant, là. Quand je te dis que les Québécois, avec un bulletin de vote ou avec un téléphone pour répondre à un sondage, sont crissement dangereux, là. Tu sais, c'est un sport dangereux, la démocratie au Québec, sérieux, là. On n'est pas dans la merde pour rien, là. Arrêtons de penser que c'est la faute de tout le monde, là. Là, la mode, c'est de penser qu'il nous manque d'argent au fédéral. Là. On est allé chercher notre dû, puis on devait avoir 5 milliards, puis il nous a juste donné 900 millions pour la santé. Le fédéral, il est dans le trou comme ça se peut pas, là. Il ne peut pas te donner l'argent qu'il n'y a pas. Ils sont dans le trou. C'est déficit par-dessus déficit. C'est une dette. Ça a pu voir la fin de ça, là. Il ne peut pas te donner de l'argent qu'il n'y a pas. Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, mais c'est à nous, c'est notre argent. Alors, tu sais, on se fait juger beaucoup par le monde. Des fois, on court après, là. Oh. Tu sais, le Québec, on se fait juger, là. On va se le dire, là, on se fait juger. On court après, là. On court après. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient, mais il faut arrêter les sondages. Faut arrêter les sondages. Moi, ça me décourage. Je veux dire, je veux me sauver. Voyons, c'est bon. Tu vois-tu demain matin? T'as-tu la gang du PQ? Hey, tout le monde me dit « Ah, mais Éric Duhem, il n'y a pas d'équipe. » Éric Duhem, il n'y a pas d'équipe. Regardez alentour d'Éric Duhem à côté, puis comparer la gang à PSPP. Je veux dire, voyons, c'est pas fort, là. Même son genre de plus fort de la gang, c'est un gars qui se vante d'aller
en pleine pandémie, alors qu'il y a un couvre-feu, que ça va prendre du vin, alors qu'il n'y a pas le droit de le faire. Puis il faut je pète les bretelles avec ça, c'est pas fort, là. C'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a, c'est décourageant. Décourageant, regarde. On devrait bannir les sondages. On devrait bannir les sondages. Bon, je me demande si on mérite des élections. On est quasiment dangereux avec un bulletin de vote, vraiment dangereux. Non, et Jeff Fillion, on va s'arrêter un peu. On a du boursicotage avec Jerry un peu plus tard, on fait dans quelques secondes. Joe Hamel et Stand-By aussi. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Jeff Fillion. JeffFillion.com. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Le mercredi, les gens adorent le boursicotage avec Jerry. Oui. Je sais que Jerry se prépare sérieusement, d'ailleurs, pour ce bout-là. On va faire un bon bout sur le live et une autre bonne partie également sur le Prime uniquement. On commence par quoi, Jerry? En fin de compte, le boursicotage, je vous dis ce que j'ai dans ma tête. T'sais, moi, j'ai plein de patentes dans ma tête. Moi, ça boursicote tout le temps. Ça, c'est même en vacances, ça boursicote. Là. C'est comme un genre de machine à popcorn dans ma tête. Le boursicotage, moi, c'est en dedans de moi. Fait que, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que j'ai toujours plein d'affaires. Puis ça, c'est des affaires qui peuvent paraître bizarres, des sujets mélangés, mais c'est ça. C'est le boursicotage, c'est ça. Puis, Jeff, qu'est-ce que j'ai dans mes... J'ai plein d'affaires. J'ai plein de patentes, plein d'histoires. Je vous avais parlé de PDD Holding la semaine dernière. PDD Holding, c'est la maison mère de Temu. Temu, vous avez acheté sur Temu, vous avez acheté des bébelles sur Temu. Oui. Oui, il y a de plus en plus de monde qui achète des choses sur Temu. Ça, je vous disais que c'est une compagnie qui sont en bourse. Là. C'est-à-dire, eux autres sont en bourse. On peut maintenant le dire, parce que Temu, c'était complètement inconnu en Amérique du Nord il y a 1 an. C'était complètement inconnu dans le monde il y a 2 ans. Ça vous donne un peu une idée de la croissance de cette compagnie-là qui est complètement sautée. Là. C'est complètement sauté. On peut vraiment... Là, on peut dire que c'est un géant du commerce. On peut le dire. Là, la face, c'est que Temu, c'est les résultats financiers aujourd'hui, ce matin. C'est le 4e... Les autres, c'est leur 4e trimestre. On entend-tu... On pense que c'est le premier, deuxième. Non, les autres sont au 4e. Je ne sais pas où est-ce qu'ils font leur patente. Le 4e trimestre, chiffre d'affaires, c'est pas compliqué, 12 milliards 350 millions. Oups, c'est un peu, là. Ça commence à être du stock en tabarouette. Donc, c'est quoi? C'est 88 milliards de yuan. Donc, c'est fou, là. C'est un profit record pour Temu. Et là, l'affaire, c'est que l'action... Il y a beaucoup d'actions en circulation de Temu. Énormément. Je crois que c'est au-dessus de 2... C'est quasiment 3 milliards. 2,8 quelque chose milliards d'actions en circulation. Mais tu sais, en pré-market tantôt, donc très tôt ce matin, en pré-market, ils prenaient... Ça les résultats, hein, c'est très, très de bonheur ce matin. Donc en pré-market, ils prenaient 13 % tantôt. Donc il est passé... En pré-market, il était à 127 piastres, là, il était à 144 piastres, ou quelque chose comme ça. Et moi, je l'ai... Je vous le dis là, mais ça veut dire, moi, parce que j'en avais parlé aussi, Jeff, un peu hors des ondes en début de semaine. Je dis, Temu, c'est cette semaine, là. Les résultats, moi, je l'ai swingé d'une manière. Bon, je suis bien tombé. Je ne suis pas toujours gagnant. On s'entend-tu, je ne suis pas toujours gagnant, mais j'ai mis un peu d'argent, puis là, je le ramasse. Moi, je suis embarqué, autrement dit, vendredi passé. Donc, j'ai vu les résultats de Temu arriver. Vendredi passé, j'ai embarqué. Fait que ça me fait un 16 16-17 %, un peu dans ce coin-là. Mais moi, je vais débarquer, là. Je le swing. Je swing le Temu. Donc, moi, je vais débarquer, mais quand même, c'est des très bons résultats. La question, est-ce que c'est le temps d'embarquer? Mais moi, je débarque. Fait que, pensez ce que vous voulez. On ne fait pas recommandation d'achat. On n'a pas le droit d'en faire. Mais je vous le dis, c'est une machine à imprimer de l'argent. Est-ce que ça va continuer? Je l'ignore. Présentement, c'est inimaginable. C'est qu'on me met capoté. Hey, le Bitcoin, un petit mot sur le Bitcoin. Le Bitcoin, en février, là, il est parti de 42 000, il est monté à 62. Ça, c'est février. Après ça, en mars, sur les 2 à sur les 13. Le plus haut, c'est 13 700
qui est allé. Là, il a redescendu un peu le Bitcoin. Il s'est replacé d'une manière, c'est normal. C'est normal quand il y a une surchauffe, à un moment donné, il y a une prise de profit. Quand tu as une montée, à un moment donné, il y a des prises de profit. C'est tout à fait normal. Donc, il y a un support. Je suis allé voir le graphique. Je vais aller voir le graphique de quoi ça a l'air du Bitcoin. Le support majeur est dans le coin de 57 000. Un peu dans ce coin-là, 57 000, 57 58, un peu dans ce coin-là. T'sais, en ce moment, la RSI, donc est-ce que le Bitcoin il est en surchauffe encore? Non. Là, il n'est plus en surchauffe. La RSI est à 47. Donc, autrement dit, le poêle s'est refroidi un peu. C'est-à-dire, à un moment donné, ça ne peut pas toujours... à un moment donné, le poêle à bois, il est rendu rouge. Arrête de mettre du bois dedans, là, parce que ça va être dangereux pour le chalet. À un moment donné, il faut que tu calmes la patente parce qu'il y a eu une surchauffe, il faut le dire, c'est carrément ça. Puis, tu sais, le fameux halving, donc, autrement dit, c'est la récompense aux mineurs parce que ceux qui minent, justement, des bitcoins, bien, justement, cette récompense-là va être coupée de moitié. Donc, la date, c'est le 19 avril. Puis, historiquement, c'est ça qui a fait monter le bitcoin. Est-ce qu'il va se reposer dans ce coin-là pour repartir? Moi, c'est ce que je pense, mais il peut redescendre encore un peu. Mais tu sais, le support, c'est 57, le gros support. Mais tu sais, historiquement, après les halvings, parce qu'il y a eu le premier halving, puis il y a un deuxième, puis un troisième. Là, c'est le quatrième dans l'histoire du Bitcoin. Donc, autrement dit, c'est la récompense aux mineurs qui se divise par deux. Donc, ça fait une genre de rareté. À un moment donné, Joe Hamel pour l'expliquer en détail le fonctionnement de ça. Mais je veux dire, c'est assez spécial à lire, là, parce qu'on prend des expressions mineures du minage. C'est comme si on avait des trocs qui creusaient dans la terre. Mais le principe est un peu semblable. C'est pour ça qu'on utilise les mêmes mots. Mais en fait, compte, le premier halving, si on regarde 365 jours après le halving, le premier, le Bitcoin a fait 7700 %. Après ça, le deuxième puis le troisième, il a fait aux alentours de 300-400 %. C'est pour ça qu'il y a du monde qui se disent, premier, ça a marché, deuxième, troisième. Est-ce que le quatrième halving, qui va être là c'est dans le coin, c'est ça, c'est le 19 avril, est-ce qu'il va faire pareil comme les autres, dans le sens que, est-ce qu'on peut avoir un genre de 300-400 % de hausse pour l'année à venir? Comprenez-vous un peu la patente? Donc, ça s'est déjà passé, puis, mais c'est pas une garantie, ça. C'est pas écrit nulle part. C'est pas écrit dans un livre. Mais si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, mais le monde en déduise. C'est pour ça que l'intérêt du Bitcoin dans les dernières semaines fait partie de ça. Donc, c'est à voir, mais au moins, le support, il est énorme. Il y a un gros support dans le coin de 57 000. Je vous jase de... C'est sûr que vous êtes déjà allé magasiner, là. Lululemon. Loulou. Lululemon, les actions de Lululemon, ça valait 46 $, il y a 10 ans. 46 $. Tu penses quoi avec ça, là? Bon, c'est ça. La fait, c'est que 46 $ il y a 10 ans, ça, c'est en 2014. Aujourd'hui, on rajoute un 7, donc c'est 460, c'est 46 avec un 7 à côté. Donc, c'est 467 $. La fait, c'est que Loulou a pogné son pic à vie, all-time high, à Noël passé. C'est 516 $ l'action de Lululemon. Bon. En ce moment, ça viraille, on peut le dire, depuis 2 mois et demi, ou à peu près grosso modo. Loulou viraille à 440, 470. On est environ un peu là-dedans. Et les résultats financiers de Loulou, c'est demain, jeudi, à 4 heures de l'après-midi. Donc, intéressant à suivre. Est-ce qu'on peut essayer, on peut guesser les earnings? Oui. Moi, je l'ai fait avec Temu. J'ai passé, ça a bien été. Mais si Temu ne passe pas, puis je perds 10 %, ça veut dire parce que ça brasse. Là. Des fois, là, la bourse, ça brasse de pas mal plus qu'on pense. Si je perds un 10, bien, des fois, je suis dans une cage en mort. Soit je vends à perte ou je reste puis j'attends. Mais on s'entend-tu que Lululemon, ça prend un peu de lecture, ça prend un peu de réfléchi, mais si vous pensez que les résultats vont être très bons, parce que les derniers résultats du mois de décembre, ils ont battu les analystes. Est-ce qu'on continue sur cette lancée-là? Peut-être que oui, mais les résultats, c'est jeudi demain. Mais Loulou est main dans la main avec son grand chummy,
Nike. Nike aussi, c'est des résultats demain à 4 heures. Nike qui taponne. Nike, ça taponne dans le coin de 100$, un peu en bas de 100$ depuis un petit bout de temps. La fin, c'est que Adidas, là, tu dis pourquoi, là? Lululemon, Nike, Adidas, pourquoi tu nommes tous ces noms-là? Parce que si on regarde le top 5 sur la planète Terre, dans le sport, autrement dit, les espadrilles, les vêtements sportifs, on fait le top 5, les brands. Là. Le numéro 1 au monde, c'est Nike. Le deuxième, c'est Adidas. Le troisième, c'est Puma. Les quatrièmes, c'est Loulou. Et le cinquième, c'est Under Armour. Je vous en parle un peu plus tard. Mais la face, c'est que je vous parle de ça parce que Adidas, ils ont sorti le chiffre, eux autres. Ils ont sorti le chiffre la semaine passée ou il y a 2 semaines. En Allemagne, parce que les autres ont coté là-bas, puis toute l'histoire. La face, c'est que Adidas, le stock en bourse a monté. Mais les analystes présentement, parce que Adidas a réussi à se débarrasser en partie des espadrilles Yeezy. Là. Tu sais, les espadrilles de Kanye West. Là. Parce qu'à un moment donné, Kanye West est sorti une ligne. Kanye West a sorti une ligne d'espadrilles en collaboration avec Adidas. C'était tout à fait fantastique. L'idée est parfaite. Le problème, c'est que Kanye West, à un moment donné, il a parlé une patente contre les... Il a dit une patente... Il s'est fait comme canceller. Là. Il a parlé, il a dit quelque chose par rapport aux Juifs. Et c'est là qu'il s'est fait canceller. Et là, la patente. Donc là, les espadrilles Yeezy, Adidas s'était pogné avec ça. À un moment donné, ils ont voulu qu'on en liquider. Mais là, ils ont quand même sauvé les meubles encore. Il en reste, là, mais ils ont quand même sauvé les meubles. En ce moment, ils sont capables de les laisser aller au cost un peu. Là, dans le sens qu'ils vont perdre de l'argent avec ça. Mais moins qu'ils pensaient. Donc, les analystes, ils ont dit, Adidas, quand même, il s'en est sorti pas pire. Mais l'affaire, c'est que ce qui inquiète présentement, puis c'est ça la twist, là, par rapport à Adidas, c'est que les ventes aux États-Unis ont baissé, c'est beaucoup, 16%. Mais les ventes en Chine, China, ils ont monté de 8%. Donc, tu vois, il y a comme 2 messages. Un peu, États-Unis, moins 16. En Chine, plus 8. Donc, il y a un regain de vie, il y a un regain en Chine pour Adidas. Il y a des analystes qui disent qu'Adidas, en ce moment, ils ont des nouvelles collections qui vont sortir. Ils sont très soccer. Il y en a qui disent qu'ils sont peut-être trop soccer. On s'entend-tu avec l'histoire de Messi, l'équipe de Miami? Ils sont commandités Adidas, c'est ça. Donc, eux autres, ils disent qu'ils poussent. Les nouvelles lignes sont trop soccer. Ils disent, ouais, Adidas, peut-être à un moment donné, soccer, il y a d'autres. Ils ont d'autres sports, là. Ils ont 10 autres sports. Mais je veux dire, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut lever le pied un peu. Donc, je résume mon histoire. Demain, à 4 heures, les 2 gros, les 2 sont très, très gros, là. Lululemon, le numéro 4, et Nike, le numéro 1, c'est le résultat financier demain à 4 heures. Si on se fie à Adidas, autrement dit, Adidas a monté, mais avec un pas si pire que ça. Tu as monté un genre de 7-8%. Mais il y a un doute sur Adidas par rapport aux États-Unis d'Amérique. Mais là, il y en a qui disent, ouais, OK, mais le monde qui s'est lâché Adidas sont allés où? Et ça, c'est la question que le monde se pose. Et c'est là que je veux vous parler de Under Armour. Ça, c'est les numéros 5 Under Armour. Under Armour, il y a une nouvelle qui est sortie, Jeff. C'est que le fondateur de Under Armour, M. Kevin Plank, il est redevenu le CEO de Under Armour. J'explique l'histoire. Lui c'est le fondateur. Okay? Under Armour, ça a parti d'une drôle de manière. Ça a parti, une drôle de manière. On pourrait faire quasiment un documentaire Netflix là-dessus. L'affaire, c'est que lui, football universitaire, lui, il se rend compte que les joueurs de football universitaire, à l'époque, on recule fin des années 90, les joueurs de football universitaire, autrement dit, sont mal organisés en dessous de leur... Il fait chaud, il est en Floride, il est dans le sud des États-Unis, il fait très chaud. Donc, il y a comme un parallèle avec Gatorade. Donc, leurs sous-vêtements sont de mauvaise qualité et les sous-vêtements, veut pas, les gars, ils enlèvent le sous-vêtement. L'eau. Les sous-vêtements gardent l'eau, puis ça vient chaud, puis ça vient lourd. Ça vient chaud, ça vient lourd, et le monde, les joueurs, ils plaquent rouge, puis ils ont des problèmes de peau, etc., etc. Donc, est-ce que c'est les premiers qui ont vraiment exploité le dry fit qu'ils appellent? Exactement ça. C'est lui qui a sorti... Lui, là, il avait 3000$ dans ses poches. Plank avait 3000 bâtons. 3000$.
Il a fait faire des sous-vêtements il y en a qui l'ont donné, puis il l'a vendu de même, comme ça, à des chums qui jouent au football. Et ça s'est promené dans les universités. À un moment donné, ils ont dit, ben là, du Under Armour, on dit, lui a trouvé son nom là, de produit. Puis là, on dit, hey, c'est fun, on joue avec ça, on est bien avec ça. Fait que, pensez à ça 2 secondes. Là. En 1996, il y avait 17 000 $ de vente. Il faisait ça pour... Lui, il faisait ça faisant d'autres choses dans la vie. Là. C'était comme un sideline. En 96, il y avait 17 000 $ de vente. En 99, il a pogné son $1 million de vente. Pensez à ça, c'est capoté, là. C'est historique, ça, cette histoire-là, de Under Armour. Et aujourd'hui, c'est une multinationale, sauf une multinationale qui boite un peu. Ça boite un peu, Under Armour. Il était 3e. Là, ils sont rendus 5e dans le monde. OK? C'est un brand extraordinaire. Je comprends, là. C'est des milliards de chiffres d'affaires. C'est gros, Under Armour. Mais ça boite. Ça boite parce que, tu veux dire, je vais vous le dire pourquoi que le gars, il est parti aussi. Prank. Il est parti parce que, ça, c'est une histoire. Il faut faire une série Netflix là-dessus. Prank était boss d'Under Armour, mégastar. À un moment donné, il y a une relation, il y a une liaison avec une journaliste de Bloomberg. Oh! Et là, l'affaire, c'est qu'en 2016, Morgan Stanley, quand Under Armour était à son pic, là. Okay, c'est les meilleures années d'Under Armour, c'est ces années-là. Là. 2000, dans le coin de 2012 à 2016, dans le coin c'est son pic. Là. Il était 3e au monde. Là. C'est capoté. Là. Morgan Stanley downgrade le stock. Elle, qui travaille pour Bloomberg, elle challenge à la TV la décision de Bloomberg, de Morgan Stanley. Mais elle est journaliste pour Bloomberg. Elle challenge et elle invite, en fin de compte, elle a fait tout en ondes pour un peu sauver la face de Under Armour sur le downgrade. Mais par la suite, ils ont dit, ouais, mais la fille, elle couche avec le boss. Ah. Comme on est fou, la patente, là. Fait que là, ça n'a pas passé, là. Donc, lui, il a été obligé, parce que Plank était obligé un peu de démissionner de sa propre compagnie. Mais dans l'histoire, là, des gars les fondateurs de compagnies qui se font crisser dehors, couper dans le cul, puis qui reviennent. Il y a des belles histoires. Il y a des belles histoires. Je peux vous en nommer une. Steve Jobs. Lui, il est parti couper dans le derrière. En se suintant un peu, le gars sent pas bon, coupé dans le cul. Quand il est revenu, on s'entend-tu que c'est lui le genius? Parce que c'est le fondateur. Mais là, Under Armour, le fondateur, il vient de revenir là. Moi, je dis pas d'acheter ce stock-là. C'est une saga, toi. Okay. Non, oui. C'est ça le boursicotage. Moi, je dis pas d'acheter le stock d'Under Armour. Mais non, tu fais pas de recommandation. On fait pas de recommandation. Vous le savez bien. Mais moi, je prends des notes. Là. À moyen long terme, c'est lui le genius en arrière d'Under Armour. C'est lui la tête. Il est parti, la compagnie a craché. On s'entend-tu, là? Ça a baissé. La personne qui a pris la relève, là, ben là, est parti. Là. Le fondateur revient. C'est son bébé. Moi, je pense qu'Under Armour, qui est dans le bas fond présentement. Regarde, la RSI, là, le stock il est tellement survendu, la RSI est à 25. 25, là, c'est pas survendu ordinaire, c'est hyper survendu. Les shorts sont dessus, tout le monde est dessus. Ils sont quand même encore 5e au monde. Moi, je dis que... Puis, on fait pas de recommandation. Non. Moi, je dis que vous voulez m'avoir un long shot boursier? Tu vois, je cherche un long shot. Jerry, il aime ça, les long shots. Oui, j'en essaye des longs shots. Mais avoue que le milieu de la guenille, c'est toujours un peu... c'est pas comme tous les milieux. C'est tellement basé sur... c'est ton temps. Tout le monde te porte pendant 4 ans, 5 ans. C'est ça. Puis à un moment donné, tout le monde te drop en même temps. Le monde te drop. Il y a de la mode. Il y a une partie mode là-dedans. Ça, c'est sûr qu'il y a de la mode. Parce que, tu sais, dans les vêtements, je sais que tu en as déjà parlé, mais tu sais, Tom Brady a investi là-dedans récemment. Il est devenu comme un genre de partenaire. Noble,
les gars de Boston qui ont fait. Au départ, c'était un peu comme dans ton histoire. C'était des vêtements qui étaient spécialisés dans le CrossFit parce que le CrossFit était très à la mode. Puis pendant la COVID, ce brand-là a explosé. Puis tu regardes ça, puis tu dis, OK, là, Brady, il avait comme un genre de patente, il a laissé tomber, il s'est joint à eux autres. Puis tu vois que Mike Ripoli, je pense que tu dois connaître Mike Ripoli, qui est le fondateur, entre autres, de l'eau Vitamin Water, oui, qui a vendu Vitamin Water à Coca-Cola pour 4,1 milliards de dollars et qui a aussi vendu plus tard Body Armor, Super Drink, un sports drink, aussi à Coca-Cola pour 5,6 milliards. Ce gars-là vient de mettre beaucoup de cash dans Noble. Donc, moi, l'histoire de la guenille, là, c'est que je le vois par Instagram. Le nombre de brands et de nouveaux produits qui arrivent pour être le nouveau Nike, le nouveau Lululemon, le nouveau Under Armour, il y en a plein là-dedans qui vont mourir. Là. Mais il y en a toujours un qui réussit. On dirait que Noble, c'est lui qui va peut-être venir jouer dans la cour à un moment donné des grands. C'est ça. Même Lululemon. Je pense que Lululemon, à un moment donné, on va arriver. À un moment donné, tu m'avais demandé il y a quelques années, est-ce que Canadian Goose, on est rendu au top de la montagne ou on commence à descendre la montagne? Exactement. Puis je t'avais dit, on commence à descendre la montagne. Mm-hmm. Puis pourtant, je ne suis pas un spécialiste de mode, loin de là, mais c'est des cycles qui sont quasiment tous identiques. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est tous des cycles d'à peu près 3, 4 ans, 4 ans et demi. Mais, tu sais, ça a été ça pour Tommy Hilfiger, ça a été ça pour Michael Kors. C'est souvent ça. Hein? Mais quand tu pognes le cycle, oui, parce que quand tu pognes le cycle, tu fais une très, très belle ride. Le retail, c'est inimaginable, les rides. Les rides que tu peux faire. Là. Un peu comme la boisson. Oui. Un peu comme les drinks. Parce que le markup est quand même assez élevé. Donc voilà pour le boursicotage. Ça, c'était la version. Juste une petite seconde. Vous irez voir le graphique d'Abercrombie, vous allez comprendre. Abercrombie, le stock, il y a du monde qui se sont mis riches. Mais d'après moi, il doit valoir une pièce. Là. En ce moment, Abercrombie, il est quasiment à son haut à vie. Là. Il est à son haut, c'est revenu. Là. C'est le comeback du comeback. Là. Ben voyons donc, toi. Ben oui. Le comeback du comeback. Là. Non, wow. Il y a du monde. Donc voilà pour le boursicotage version live. On continue sur le Prime avec Jerry. Le stock taponne. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Radio Pirate. RadioPirate.com. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill. Right? Drill, baby. Joe Hamel. Paquet de sujets à crif cette semaine encore. On commence par lequel? Veux-tu commencer tout de suite par... au moins pour nous parler de ce qui s'en vient. Beaucoup de monde attend les histoires de prêts hypothécaires, puis là, toute la patente. Là. Je pense qu'il y en a qui rêvent en couleur. D'après moi, la Fed... La Fed, c'est aujourd'hui, la Fed? Cet après-midi, ouais, 2h30, 2h et 2h30, je pense que Powell va parler. Donc, écoute, le consensus, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de baisse annoncée après-midi, mais il faut quand même, on va suivre le discours de Powell. Il va probablement, ce qui va donner des indications. Je pense qu'il va être plus prudent que la dernière fois, là, à l'effet de ce qu'il va y avoir des baisses ou pas. Il n'y a pas de raison de se mettre lui-même dans une cage à homards. Non. Mais tu sais, avec un petit peu de recul, Jeff, c'est quand même incroyable de penser qu'à l'intérieur d'un trimestre, là, le premier trimestre 2024, à la fin 2023, on parlait déjà de 6 ou 7, le marché est déjà même pricé 7 baisses pour 2024. Et là, on est rendu à 2 potentiellement. Donc, c'est quand même un revirement important. Et à l'époque, je te dirais comme fin 2023, le risque le plus élevé que les analystes et les économistes voyaient, c'était la récession. Puis là, maintenant, ce que le risque envisagé potentiel est celui de si tu baisses les taux, que l'inflation montre que l'économie surchauffe dans le fond. Fait que l'inverse, si tu veux, d'une récession.
Donc, ça l'a changé vraiment bout pour bout. Et ça, c'est les gens qui gèrent les politiques monétaires. Là. Donc, c'est quand même une surprise incroyable de voir comment les gens, en guillemets, en contrôle des leviers économiques, naviguent en plein brouillard là, quand vient le temps de gérer ces patentes-là. On a vu là, récemment le budget du Québec arriver avec un déficit surprise, avec une surprise de 400% par rapport aux attentes. Donc, ce genre de résultats-là, Jeff, dans l'entreprise privée, mettons que tu fais une annonce de résultats financiers, l'action baisse de 50-60% le lendemain de l'ouverture de la cloche. Là. Donc, c'est quand même quelque chose. Et là, personne semble offusqué de ça, mais je pense que c'est important de rappeler que ce monde-là, ça ne va absolument pas ce qu'ils font. C'est des liseurs de feuilles de thé. Et on a encore une démonstration, fait que ça va être intéressant de voir ce qu'il y a après-midi, mais je pense pas qu'il va y avoir de surprise là. Parce que, bon, peut-être qu'au Québec, on sent qu'il y a comme une genre de... Comment je peux dire ça? C'est une récession? C'est-tu une morosité? Regardez ça comme vous voulez. Là. Mais c'est comme deux marchés complètement différents. Là. Le Québec, même en proportion avec le Canada, il semble y avoir même une différence avec le Canada, surtout pour l'immobilier. Mais avec les États-Unis, c'est une grosse différence. Donc, les États-Unis ont peur que s'ils mettent à baisser, parce que baisser les taux, comme tu l'as dit, l'économie se met à chauffer, puis que là, en voyant que l'économie chauffe, veut pas, les prix montent. Donc, c'est facile à comprendre. Mais là, le Canada, lui, est comme fourré un peu avec ça. Et là, la Banque nationale a dit, si jamais aux États-Unis, ils ne bougent pas les taux, puis là, nous autres, on est comme pognés pour baisser les taux parce que, en raison, entre autres, de notre manière qu'on prête aux gens, où les gens doivent renouveler leur hypothèque aux 3 ans et aux 5 ans, ce qui n'est pas le cas des Américains. Les Américains, le problème, c'est juste les premiers acheteurs avec les taux un peu plus élevés. Mais nous autres, il y a un renouvellement qui se fait. Donc là, ça s'en vient, là, ces renouvellements-là. 70% des Canadiens vont renouveler dans les prochains mois leur hypothèque. Donc, ce qui risque, eux autres, d'enflammer l'inflation avec plus de paiements sur leur maison qu'ils faisaient auparavant. Donc, ils sont comme fourrés. Puis là, ils se disent, si jamais on fait ça, le dollar canadien risque de perdre 4 cents. Donc, de baisser à 70 cents. Est-ce qu'on peut prédire vraiment les monnaies? Je ne sais pas. Mais eux, c'est ce qu'ils disent. Puis là, ça, si jamais on perd 4 cents, ça aussi, ça amène d'autres inflations parce que tout ce qu'on importe qui est négocié en US, les prix montent. On va y fourrer un peu, non? Exactement. D'ailleurs, j'allais parler de tout ça. La Banque nationale qui entrevoit le dollar à 70 cents. En passant, c'est jamais arrivé à un moment où les ressources sont élevées. Quand le pétrole était aussi cher en proportion, là, le dollar était à parité ou même plus cher. Donc, on peut imaginer ce que serait la situation si, mettons, les ressources s'effondraient ou diminueraient fortement. Là. Écoute, le dollar canadien, ça s'en va à 65-64 cents. Là. Je pense que tu l'as bien exprimé. Le Canada, c'est un Ponzi qui repose sur le prix artificiellement élevé de son immobilier. Là. C'est ça l'économie canadienne essentiellement. C'est les grandes banques, puis c'est l'immobilier. Donc, à quel point la politique monétaire va être dictée par la politique monétaire, de la Banque du Canada, va être dictée par des impératifs politiques de tenter de sauver le cul de monde qui se sont trop endettés. On s'en va dans une année potentiellement électorale. C'est une bombe à retardement, comme tu dis, les renouvellements d'hypothèques, parce que c'est quand même pas... c'est 5 ans, c'est pas long terme, là, dans une perspective d'économie. Donc, non. C'est très inquiétant. Puis, écoute, moi, je pense que c'est la tendance ici qui semble assez solide, c'est que le dollar canadien va s'affaiblir par rapport au USD, là, et qu'il devrait avoir au moins une baisse d'ici la fin de l'année. En réalité, à mon avis, il ne devrait pas en avoir parce que l'inflation est encore, malgré l'espèce de scam de chiffres qui nous sortent, que l'inflation continue de baisser. En réalité, avez-vous vu des prix baisser quelque part, vous? Moi, je pense que c'est quand même entranché. Ça demeure le 4% et le nouveau 2%. Puis ça, c'est ce qu'ils vont tenter de nous enfoncer dans la gorge. Oui, exact. Regarde, je vais faire le lien avec le sondage. Je sais que c'est ton dernier point, mais il y a des liens. Le sondage, non, on le voit là, ce qui se passe. Tu l'as graffiné le sujet tantôt en disant qu'on est dans un genre de passe bizarre où on avait prédit un genre de 3,quelques milliards de déficit. On est rendu à 11, puis peut-être que ça va finir à 15. Parce qu'on n'a pas tous les chiffres là-dedans. On vient de faire une entente avec une partie des infirmières. J'ai hâte de voir comment ça va finir. J'ai l'impression que même les chiffres qu'on a prévus pour ces ententes-là sont probablement pas assez grandes comme ils l'avaient fait pour les profs. Donc, ça risque d'être plus grand encore.
Mais le sondage, bon, les Québécois, comme pour toutes sortes de raisons, ne sont pas contents. Là, suite au budget, ils ont été interrogés. Les Québécois sont inquiets, sont fâchés contre la CAQ. Ils viennent d'allumer que la CAQ ne sont pas bons. Puis là, ben, ils se tournent vers PSPP. Puis en même temps, dans le sondage, ils nous disent qu'une des seules, probablement, bonnes nouvelles du sondage, c'est-à-dire que les subventions pour les chars électriques tombent, ah ben ça, sont bien déçus de ça. Là. Donc, il y a des bouts du sondage qui me font capoter un peu. Là. Écoute, c'est le monde à l'envers. Je pense que c'est extrêmement inquiétant de voir le PQ à ce niveau d'appui-là. Je pense que, en fait, on l'a souvent dit, c'est une construction des médias. Là. On a vu comment PSPP deal avec la critique, deal avec les enjeux, deal avec les débats. Je veux dire, c'est triste l'histoire des menaces, on souhaite pas ça à personne. Là, je veux dire, mais en même temps, quand tu es une personnalité publique, c'est quelque chose, je pense, que tu t'attends de recevoir, puis de réagir comme il a réagi. Moi, je trouve que ça fait pas sérieux. Quand tu regardes le portrait, tu vois PQ34, dans le fond, grande partie des péquistes de la CAQ sont retournés à la CAQ. Il y a probablement une partie de Québec solidaire, mais Québec solidaire est encore quand même à 18%. C'est quand même encore élevé de la proportion de socialistes. Tu vois, si tu additionnes les libéraux et les conservateurs ensemble, tu arrives à peu près à 24%, ce qui émettrait comme en deuxième place. Fait que, tu sais, normalement, si le parti qui aspire au pouvoir devient un peu le PQ, tu dois avoir l'autre prétendant qui représente ce qui représentait avant le côté plus économique / dire non à la souveraineté sur la base de ce que propose le PQ, parce que c'est ça, dans le fond, qu'il faut dire. Je répondais tantôt au conseiller économique de PSPP. D'ailleurs, regardez la photo. Ça, c'est quand même du monde qui veut faire un pays. Il n'y en a pas un Christ là-dedans qui est capable de faire un bas de pantalon, Jeff. C'est quand même... Non, Ouais, c'est mais tu sais, des fois, il y a des lacets qui traînent à terre, des bas de pantalon, c'est trop long. Attache tes là, lacets. le monde dise... Pourquoi tu t'attaques aux gens, attaques-toi aux arguments? Bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas un bas de pantalon, un bas de pantalon fait sans photo au Parlement. Mais tu vois, pourquoi qu'on irait sur le terrain des arguments? Là, on vous démolirait aussi, là, mais on a juste à aller là. Mon fils, il passe son temps dans la cour d'école de dire aux enfants d'attacher le lacet. Là. Ça veut dire, à un moment donné, Chris, attache tes il y a lacets. des espadrilles, les lacets qui traînent à terre. C'est pas du monde sérieux, c'est ce que je te dis. Fait que pourquoi qu'on contemplerait l'idée, parce que c'est ça leur ligne, là, Jeff, je sais pas si tu as remarqué, là, la ligne que tout le monde spin là, dans les souverainistes, là, c'est ben là, on va faire un pays, puis les conservateurs, après, ben vous voterez pour faire un parti de droite, là, puis ben c'est pas de même, ça marche. Si on décide d'aller en voyage, une gang, moi, je veux savoir, on va où, on reste combien de temps, je vois avec qui, comment qu'on planifie un budget autour de ça. Oui. Là, on nous dit, non, on saute dans l'avion, puis... c'est comme une genre de destination mystère, cette affaire-là. Moi, je les trosse pas. Je les trosse 0. Puis, sais-tu quoi? Je suis pas sûr de ça, moi, que le PQ qui s'en va au pouvoir puis qui va essayer de faire un pays avec un référendum dans la première année. Tu sais, tout le monde dit « inquiétez-vous pas, c'est 40-45 ». Mais les Québécois, là, les Québécois, sur un coup d'émotion, ils peuvent faire une niaiserie, là. Non, ben en fait, moi, je pense que PSPP ne veut pas de référendum. Moi, je pense qu'il a hijacké ce mouvement-là pour être premier ministre. Le reste, c'est en contre-calice, à mon avis, du lui. Donc, ce mouvement-là se fait complètement manipuler par une espèce d'arriviste pas trop impressionnant. Il n'y en aura pas de référendum, c'est ça la réalité. Là. Je pense que tout est monté pour rapatrier. En fait, c'est un calcul qui n'est pas mauvais sur le plan purement politique parce qu'il a vidé les appuis souverainistes de la CAQ. Donc, ça donne les appuis qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça ferait en campagne? On ne le sait pas. Le problème, c'est pas de contrepartie à ça. C'est décevant de voir Éric Duhem à 10%, mais je pense que là-dedans, il y a un message pour Éric. Éric, je regardais, faisait quand même à peu près tous les arguments étaient bons par rapport au budget, par rapport à toutes les sorties de la CAQ. Le problème, c'est qu'il fait ça dans des conférences de presse au Parlement. Les journalistes, l'histoire là, de... revenons sur Tipol là, avec ses histoires de bloodbath. Puis après ça, il a bâché Éric Duhem. Parce qu'Éric Duhem je pense qu'il a fait une sortie sur... il était revenu sur l'économie, puis la seule chose qui a sorti de cette mêlée de presse-là au Parlement, c'est la question qu'ils lui ont posée après sur PSPP. Sur le broyage de PSPP. C'est là qu'il lui a dit, ben regarde, je pense que moi, un leader politique, qui qu'il soit, devrait être plus résilient et ne pas céder au chantage de ces gens-là. C'est déplorable en passant, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté. Bon, good for them. Et là, Tipol et la gang de Crack FM ont repris ça en disant Éric utilise ça parce qu'il n'y a plus de pandémie pour exciter sa base. Donc,
Donc, on voit que ça donne absolument rien de faire des mails de presse avec cette gang de journalistes, de médias en faillite-là, qui ne vont que spinner leur propre affaire. Eric devrait se contenter de faire... Regardez Poliev quand il s'est mis à monter, sérieusement, là, avec une tendance qui s'est maintenue, je te dirais en 2023, c'est quand il a commencé à faire des vidéos. C'est quand on a commencé à voir des vidéos des journalistes qui posent des questions, puis on s'est rendu compte que c'est des fraudes intellectuelles totales, avec des intentions, avec des billets partisans évidents. C'est là qu'on a compris, OK, là, on a affaire avec une gang qui sont organisés, ils nous ont montré c'est qui l'ennemi, c'est cette gang-là. Il y a un plan clair, il parle juste d'inflation, parle juste d'habitation, fait juste exposer les libéraux. Tu n'as pas besoin de faire d'autres choses. Ils s'enfargent dans le lacet, ils sont tellement mauvais. Le go est tellement mauvais. Puis lui qui monte, c'est PSPP. Il y a des POC libres partout, Jeff. Là. On a juste à la mettre dans le net. C'est clair. C'est clair. Mais t'as raison. Quand je sais pas, tu l'as écrit hier, quelque part, parce qu'on jase. C'est carrément ça. Faut qu'Éric arrête. D'abord, je le disais, puis, tu sais, moi, je suis comme toi, là. Éric, je l'aime bien. Sauf qu'il y a des choses qu'il faut qu'il change. Il y a des choses qu'il faut qu'il change. Puis on peut pas... Actuellement, là, c'est pas vrai que tout le monde a le goût de passer de la CAQ au PQ. Qu'est-ce qui a fait qu'il pense même pas aller faire un tour pour voir ce qui se passe avec Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec? Pour moi, c'est une énigme. Mais il faut... Ouais, il y a une des choses, juste finir là-dessus, une des choses qu'il va falloir qu'Éric fasse, c'est qu'il faut qu'il arrête de penser à son futur dans les médias après sa vie politique. Quand il aura compris qu'il ne sera pas à Crack FM, il ne sera pas journaliste chroniqueur à la presse, il ne sera pas chez Québécois, il ne sera pas le prochain Mario Dumont. Quand il va avoir fait un X là-dessus, là, il va commencer à challenger les journalistes comme le fait Poilievre, il va les ramasser de manière polie, et comme tu dis, il va utiliser mieux les réseaux sociaux pour se faire connaître ses idées, puis comment il veut changer le Québec. Ça donne rien de passer par ces salauds-là. On le sait et il doit le savoir. Mais il faut qu'il fasse une ligne, il faut qu'il trace une ligne. C'est fini pour moi le monde des médias à partir d'aujourd'hui. Mais c'est ça que je sens. C'est que je sens qu'il est jeune, puis il se dit, bon, écoute, je suis là peut-être pour 4 ans, pour 8 ans, peut-être que ça va finir dans 2 ans, j'ai d'autres choses à faire de ma vie, je ne suis pas en bout de vie. Je pense qu'il voit un retour dans les médias, dans le fond de lui-même. Ben, la réalité, c'est que, je ne sais pas s'il contemple ça, mais la réalité, c'est que c'est à ce moment-là, si c'est 2, 4 ou 8 ans, ces jobs-là dans les médias, ça n'existera plus. Il va rester quelques gros salariés, là, puis voilà. ça va être des petites boîtes. Exact. Ce qu'on connaît des médias, puis les médias dans lesquels il a travaillé, ça n'existe plus. Là. Il n'y aura plus de contrats qui vont être signés comme il a fait dans le passé, puis comme les Mario Dumont de ce monde ont fait. C'est terminé, ça. Là. Au prochain renouvellement, là, ce monde-là, c'est terminé. Ils se ramassent à leur compte, là, ou presque. Là. Donc ça, il devrait se rabattre là-dessus. Je pense que tu as entièrement raison. Puis pourquoi je pense que, je pense que le manque d'attrait, autant les médias ont gonflé PSPP, autant qu'ils ont fait l'inverse avec Éric Duhaime. Mais je pense qu'il y a une majorité de Québécois qui détestent ce gars-là, puis ils ne savent même pas pourquoi. C'est un peu comme Trump. Quand on avait vu la fraude d'Olivier Niquette se planter en disant, justement, quand Stéphane Bureau lui avait demandé, mais Trump, qu'est-ce qu'il a fait de bon, justement, puis tu n'es pas capable de nommer rien. Là, il disait, c'est exactement, c'est déjà le même principe. Ces gens-là sont démolis par les médias. C'est la saveur du moment de ne pas aimer ce gars-là juste pour signaler qu'on est dans la bonne gang, parce que c'est ça qu'ils font, là. Tu lis en passant, là, parlant des menaces à PSPP, allez voir n'importe quel tweet d'Éric Duhaime, une espèce de gang de dégénérés qui répondent. L'autre fois, il souhaitait bonne fête à son père. Une gang de caves en dessous qui disait, ben là, va prendre une douche avec toi. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est ce monde-là qui disent que le PCQ, c'est comme juste une gang de... C'est le monde à l'envers, là. C'est quoi ça? Ben ça, j'en ai vu un avec un drapeau ukrainien puis un drapeau LGBTQ. Barbecue, hein. LGBTQ qui disait « Ah ouais, ton père aurait dû retenir son sperme. » Tu sais, c'est des gens qui sont complètement cinglés. Mais, puis, t'as raison, je l'ai écrit quelque part. Si Éric Duhaime était fragile comme PSPP, avec ce qu'il mange à chaque jour, d'abord relié à son orientation sexuelle, puis après, le fait qu'il défend des idées de droite conservatrices, on va dire de quoi? Il broyerait tous les jours, Éric. Là. Il remplirait des chaudières. Éric, à son crédit, il n'a jamais exploité une situation personnelle ou
une exception pour l'utiliser à des fins politiques. Jamais. Ce que fait PSPP, là. Il a fait ça. C'est un. Je veux dire, à quel point c'est un stun, cette affaire-là. Je veux dire, je le sais pas, mais c'était pas nécessaire. Puis ça a démontré encore une autre facette, à mon avis, d'une personnalité qui n'est pas un leader digne d'être premier ministre ou encore moins. Ça t'énerve-tu, toi, le discours? Ça t'énerve-tu le discours de. Tu sais, moi, je pense la même chose que toi, puis je pense qu'on est beaucoup de même. Tu sais, moi, pour moi, un leader, ça broye pas des affaires de même, OK? Tu veux bâtir un pays, tu veux tenir tu sais, on t'a pas tiré de force pour être là. Tu y vas. Il faut que tu t'auto-analyses. J'ai-tu ce qu'il faut? Je suis assez fort? J'ai-tu un caractère assez fort? Je suis en contrôle de mes émotions? Moi, je pense que quand on s'en va dans quelque chose de si important, c'est toutes des choses que tu dois savoir et tu es en plein contrôle. Là, nous autres, on dit ça et on passe pour des genres d'arriérés des années 70. Bien sûr, les hommes ne peuvent pas avoir d'émotions, etc. Il faudrait toujours tomber dans ce que la gauche veut qu'on soit. Criff, c'est en dedans de moi, c'est sûr que je te dis. Je sais ce que je pense. Moi, je pense qu'un leader, ça doit montrer une force de caractère, puis il faut qu'il soit impénétrable. C'est tout. Mais là, ça a l'air que c'est comme mal vu, ça, d'être de même. Non, puis tu sais, c'est la même gang après ça qui parle d'envoyer des troupes en Ukraine. Là, tu veux dire, à un moment donné, si vous n'êtes pas capable de dealer avec des menaces, puis voulez-vous vraiment créer une troisième guerre mondiale? Oui. C'est toutes ces contradictions-là, Jeff, qui nous montrent qu'on vit vraiment une époque une des époques les plus décevantes en termes de leader politique dans l'Occident. Je pense qu'on n'a jamais vu quelque chose d'aussi faible dans les pays occidentaux. Puis je pense que l'avantage que ça a, c'est que ça met la table pour un clean-up, un espèce de retour du balancier qui, moi, comme je te dis, depuis qu'on est sorti de l'hystérie covidienne, je suis quand même assez enthousiaste sur le retour du balancier. Puis je pense qu'on est en train de le voir, mais c'est pas avec ces espèces de faux prophètes-là comme PSPP qu'on va se remettre sur la map au Québec. Hein. Qu'est-ce que on a effleuré l'histoire du bloodbath. Comment tu as vu le comportement de. Les grands médias américains, c'est une chose. Les Québécois embarqués là-dedans. On a entendu Paul Arcand cette semaine. Je veux dire, de quoi? Ça montre quoi, ça, quand. Tu sais, puis je veux pas défendre Trump tout le temps. Des fois, il en dit des niaiseries. Des fois, il est incohérent. Des fois, il mérite de se faire mettre à sa place parce qu'il n'est pas tout le temps parfait. Mais celle-là, je la comprends pas. Qu'est-ce que ça montre, ça? Écoute, ça démontre. Je pense que la différence avec, tu as vu, ceux qui se sont rétractés, parce que tu sais, c'est tellement évident comme ceux qui sont allés trop loin en faisant le lien avec le bain de sang. Ils n'ont pas eu le choix, ces médias sociaux, les chroniqueurs, tout ça. Il y a même comme tu disais, même des républicains anti-Trump, il y a même des démocrates qui se sont rétractés comme assez rapidement. Au Québec, le problème, c'est la barrière de la langue. C'est que tu as réellement un dôme médiatique où une espèce de caste élitiste à la Tipol Arcand peuvent essentiellement faire de la désinformation. Là. Puis c'est ce qu'on a vécu plus que jamais dans les 4 dernières années. Rappelle-toi, le monde au complet se déconfinait, puis le Québec, là, jamais, je peux pas croire que le monde réalisait pas. Rappelle-toi, dans les séries, les fausses séries, oui. La fausse finale de la Coupe Stanley là, de 2021. T'aimes pas bien plein, puis nous autres, t'as pas un show dans l'estrade. Ça, c'est un test d'intelligence incroyable. Mais il y a encore du monde aujourd'hui qui réalise pas ça. Fait que quand tu as Tipol qui relate ce que Trump a dit ou n'a pas dit, et qu'il ne, malgré toutes les preuves qui sont mises devant lui, parce qu'il dit le lendemain, il dit là, je sais qu'il y en a qui m'ont dit que c'est pas ça qu'il a dit, puis qu'il parlait de l'automobile. Mais l'as-tu vraiment écouté le segment? C'est clair comme de l'eau de roche qui parle de ça. Puis Bloodbath, en passant, quand tu regardes la définition, là, c'est souvent utilisé à Bloomberg puis à CNBC en faisant référence à, comme Jerry, tu disais, un massacre dans telle industrie. Je veux dire, ça fait pas référence. Il n'y a pas du monde qui se font liquider d'un business. C'est quelque chose qui est relativement courant. Là. Donc, moi, je pense que ça révèle la prison, le dôme médiatique dans lequel on vit. Écoute, c'est tellement évident. Puis il y a du monde là-dedans. Tu sais, c'est pas du monde qui sont caves à temps plein qui croient ça. C'est parce que, comme je te dis, il y a une barrière de la langue. L'autre fois encore, dans la chambre d'hockey, commence à, évidemment, le sujet de la COVID revient, puis il y en a un qui dit « Ouais, mais tu sais, moi, je comprends pas le monde qui voulait pas se faire vacciner. » Puis là, il y avait pas de conséquences, tout ça. Ben là, je dis « Regarde, là, il y en a 2-3, évidemment, qui n'étaient pas en accord, tout ça. » Mais là, le gars commence à nous ressortir « Ouais, mais là, tu sais, c'était à cause que ça limitait la propagation. » Je dis « Hey, boy, t'es-tu encore en 2021? » Je veux dire, c'est démontré hors de tout doute
que la fucking propagation n'était pas stoppée. Je veux dire, il y a eu des cas par millions après. Je veux dire, à quel point... Ah non, ça me décourage. Puis là, ça me décourage. Ça, tu dis, t'as peu, là, je te dis pas de te mettre à genoux et de faire un mea culpa, mais tu pourras au moins admettre où on est rendu aujourd'hui, des évidences que l'ensemble de ce qu'ils nous ont gavé n'a pas fonctionné, incapable de sortir de cette prison mentale-là. C'est complètement débile. Ben, regarde, tu parlais de Paul Arcand, c'est un peu ça. Paul Arcand, sa première intervention était terrible. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi pas préparé. Tu voyais que le gars, il savait pas de quoi il parlait, c'était n'importe quoi. Là, le lendemain, il est comme fourré. Au lieu de dire, ouais, j'ai réécouté, j'ai fouillé un peu, peut-être que hier, j'ai. Tu sais, au lieu. Ben non, il en a rajouté encore. Puis ce matin, parce que là, il reçoit plein de courriels puis de messages par le texto. Il essaie de s'en tirer en invitant. J'ai pas entendu l'extrait, mais Mr. White me dit, je veux que tu fasses entendre ça. En fait, c'était hier qu'il a reçu le gars, parce qu'il l'a reçu un peu plus tard dans le show. Là. Okay. Il a reçu en fait, c'est le fondateur de la chaire Raoul d'Endurance. Charles David. À chaque fois qu'il y a de quoi, ces États-Unis, c'est la chaire de la Raoul, pas tant de choses. Là. Ouais. On dirait que mon Paul était comme acculé au pied du mur. Puis là, il s'est dit, il faut que je me fasse aider. Là. Ça fait qu'il a validé avec ce gars-là. Donc, on l'écoute. On l'écoute. Bon, il a profité de la journée d'hier pour revenir sur ses propos de la fin de semaine en Ohio. Quand il a parlé de bain de sang, il a dit, j'ai prononcé l'expression bain de sang, mais c'était en référence à l'économie, à l'industrie automobile. Non, quand on écoute les extraits, c'est assez clair qu'il fait référence à une défaite potentielle. Et ça a ravivé à peu près chez tout le monde la crainte, évidemment, de répéter les affreux événements du 6 janvier 2021. Et ça, c'est traumatisant pour tout le monde quand il prononce des mots comme ça. Et il les multiplie d'ailleurs, ces phrases, Paul, il les multiplie, ces déclarations, et pas juste sur un bain de sang, parce qu'il a aussi annoncé du même coup, figurez-vous, qu'il aurait l'intention de pardonner les quelques 500, j'y vais de mémoire, à peu près 500, 600 individus qui ont été condamnés justement par la justice, pour ce qu'ils ont perpétré comme fait et comme agression le 6 janvier 2021. Et donc, il aurait l'intention de les pardonner en évoquant le fait que ce sont des héros et des patriotes. Imaginez, ça aussi, ça rajoute une couche dans l'anxiété vraiment profonde qui se vit ici. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait le tour de beaucoup de gens autour du campus universitaire en plein cœur de la ville de Tempe, qui fait partie de Phoenix. Et je la note, cette crainte-là, cette anxiété-là. Ça, c'est ça les experts de politique américaine? Là? Oui, c'est leurs experts. Y a-tu du monde qui paye pour recevoir les conseils? Moi, ça me fascine. Il y a du monde qui paye pour inviter ça comme conférencier. Là. Oui. C'est incroyable. Non, c'est du gros n'importe quoi. L'average pirate en connaît probablement plus sur le système américain et la politique américaine en général. Là. Est-ce que le 6 janvier, c'est une des plus grosses fake news qu'il y a jamais eu? Tu sais, je comprends là, qu'il y a eu des affaires. Je dis pas qu'il n'y a pas rien eu, là. Mais ça a été amplifié comme j'ai jamais vu. Là. Il y a un peu comme l'image de nos camions, de nos truckers à Ottawa. D'ailleurs, c'est le gameplay qu'à Ottawa, Justin Trudeau ont tenté de transformer l'histoire des camions en 6 janvier. Mais quand tu regardes, parce que tu as eu des milliers d'heures de bandes vidéo qui ont été relâchées dans les derniers mois, puis tu as vu le timeline complet des événements, puis la réalité, c'est que quand le monde commence à breacher les barrières autour, puis en passant, moi, j'ai aucun problème à ce que des gens soient condamnés pour vandalisme, méfaits, trespassing, là, arriver sur une propriété du gouvernement, whatever, mais de là à dire que c'est une insurrection puis qu'ils veulent prendre le siège du gouvernement, c'est une autre histoire. Là. Tu vois très bien à l'intérieur que le monde parle aux autorités. Je veux dire, quand c'est un coup d'État, le monde, ils parlent pas, ils font pas des selfies avec les agents de police à l'intérieur. Là. Donc, non, c'est ça. Moi, je pense qu'elle est là, la distinction. Puis dès que tu soulèves ça, encore une fois, t'es poussé dans le camp des espèces d'insurrectionnistes, alors que, au contraire, moi, j'aime beaucoup les processus établis. Je veux pas qu'on défasse la propriété, qu'elle soit privée ou publique, mais il y a définitivement une stratégie politique derrière ça
mais dernièrement encore, là, justement au Capitole, il y a des gens qui sont rentrés avec des foulards palestiniens puis se sont installés là pendant quasiment 2 jours de temps. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit. Je comprends là, qu'il y avait beaucoup de monde puis que ça donnait l'impression que, mais quand on regarde, on décortique la patente. C'est une des affaires les plus exagérées. Mais d'inviter le gars, puis que finalement, le gars nous dise « Oh non, c'est clair que ce qu'il nous dit, c'est qu'il va y avoir un bain de sang si jamais... » C'est incroyable. Ça, c'est, je veux dire, on est dans un pur gaslighting. Puis ces gens-là, en passant, Jeff, nous disent que c'est important qu'on ait un contrôle sur les médias, que l'Internet soit censuré avec une loi comme C-63, parce que pour prévenir la désinformation, c'est ça, là. Imaginez tout le reste, là. Ça, c'est parce qu'on l'a cerné, parce qu'on a vraiment vu, c'était tellement évident. Mais imaginez tout le reste. Imaginez les coups de fil qui se passent en arrière, là. Imaginez pendant la pandémie le genre de coups de fil qui se passait pour quel genre de ligne T-Paul va nous spinner un matin, là. Exact. C'est exactement ça, là. Parce que la loi C-63, puis on se laisse là-dessus, Jose, et c'est une des affaires qui est le moins jasée, qui me fait le plus capoter. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. Quand les gens en parlent sur les réseaux sociaux, je sens aucune traction. Pourtant, le jour où ça va être appliqué, cette affaire-là, parce que oui, il y a des peines, il y a des amendes, mais tu peux même canceller quelqu'un juste en pensant qu'il pourrait, en présumant qu'il pourrait faire quelque chose, qu'il pourrait écrire des choses, qu'il pourrait dire des choses. Sincèrement, là, c'est... Un crime de la pensée. Lisez 1984 de George Orwell, puis exact. Vous allez voir exactement c'est quoi. Hey, Jeff, une petite note à l'effet qu'on a fêté un triste anniversaire, là, mais ça fait 4 ans là, que le déclenchement, rappelle-toi, le 15 jours pour aplatir la courbe, là, c'était mars 2020. Et il y a beaucoup de gens qui veulent glisser ça sous le tapis, mais moi, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. J'oublierai jamais ça, parce que je pense que c'est la plus grosse chose, une des plus grosses épisodes politiques qu'on va vivre de notre vie. C'est un des plus grands, à quel point on a enfreint les processus établis, la propriété privée, tout ce qui est cher à, entre guillemets, notre démocratie. Ces gens-là, ça a été bafoué par nos dirigeants et nos élites, entre guillemets. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais oublier ça, parce qu'on s'est rendu compte que ce que ça a donné. Ça a donné, en fait, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une blessure auto-infligée des excès de ces 2-3 dernières années-là. Et dans peut-être l'éventualité où il y aurait une autre crise similaire, au pire, j'espère que les gens ont appris que d'avoir le sens critique face à des gens qui veulent empiéter de manière sans précédent sur les libertés individuelles, il doit y avoir certains remparts, là, justement, pour qu'il y ait un certain débat. Tu sais, quand on suspend le Parlement, c'est pas rien, là. Le Parlement, Jeff, a été suspendu, je pense, plus d'1 an. Moi, complètement... Moi, je ne serai plus jamais le même suite à ça, là. Moi, j'ai perdu des illusions par rapport à l'idée qu'il y avait un certain filet, pas dire un filet social, mais un rempart contre une dérive autoritaire en Occident, là, mais on s'est rendu compte qu'il n'y en a aucun. Il n'y en a absolument aucun. Puis moi, je veux dire, restez juste conscient de ça, puis n'ayez pas peur, parce que cette discussion-là sort tout le temps. Puis deep inside, beaucoup de gens savent qu'ils ont eu tort de soutenir ça ou d'être muets par rapport au... Ils ne veulent pas l'avouer. Ils vont vous le dire de cette manière-là. Ils vont dire « Ah, moi, je suis rendu ailleurs. Moi, c'est passé. Je regarde par en avant, c'est rendu ailleurs. » C'est parce qu'ils ne veulent pas vous dire « Non, je me suis fait fourrer, vous aviez raison. » Il y en a qui le disent, il y en a qui reviennent en arrière et disent « Regarde, non, c'est sûr que ça a été allé trop loin. C'était à refaire. » D'ailleurs, moi, je pense pas qu'ils peuvent... Demain matin, ils essaient de refaire la même affaire. Je pense que ça marche pas. Ça marcherait. Ben non. Parce que là, on a vu, je veux dire, à quel point c'était ridicule. Je pense pas qu'ils seraient capables de autant contrôler les gens. Mais si ça arrive avec une menace différente, parce que ça se peut se prononcer sous un autre visage, le contexte reste le même. Le contexte reste le même, c'est qu'une dynamique de crise, le gouvernement en poste va toujours tenter de l'exploiter à des fins politiques. C'est une réalité humaine, ça, là. Lisez Machiavel, je veux dire, c'est partout, ça, là. C'est dans toute la littérature classique de politique 101. C'est pas quelque chose c'est pas un complot, c'est la nature politique humaine, et nous, comme humains, comme citoyens, faut en être conscients, puis pas regarder ça comme des chevreuils à regarder des lumières de char sur le bord de la 170. Là. Non. Il n'y Moi, a pas de chevreuil là, plus vers l'Estrie. Il n'y a pas de chevreuil, je pense, dans le parc. Penses-tu qu'il y a des... Ils sont pas rendus là? Maintenant. Oui, avec les réchauffements d'après moi, ils sont rendus là. Jeff. Oui, ils ont traversé le fleuve, ils sont rendus l'autre bord. En tout cas, il y en a à Boucherville.
Ils sont rendus l'autre bord. En tout cas, moi, je sais pas, mais tu sais, moi, je suis comme toi. J'ai perdu, il y a des illusions que j'ai perdues. Maintenant, je doute encore plus que jamais. Mais aussi, ce qui m'a crissé à terre, c'est, tu sais, depuis que je suis toute jeune, j'essaie de comprendre des mouvements de masse qui ont permis à des régimes de faire des affaires terribles, comme, mettons, en la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est arrivé avec les Juifs, etc. Puis là, je me disais, mais voyons, tu sais, quand t'es là à te questionner sur un paquet d'affaires, là, pas juste celle-là, il y en a d'autres, là, dans l'histoire que t'es pas là, puis tu t'es informé là-dessus, tu as lu là-dessus, puis tu dis, mais comment ça a pu arriver? Comment ça a pu arriver que la Corée du Nord tombe dans un régime de même? Finalement, moi, c'est ça que j'ai vu pendant cette histoire-là. J'ai vu comment c'est facile petit à petit. De contrôler les gens. Très facile. Ah, c'est juste 15 jours. Ah, c'est un autre 15 jours, Jeff. Ah, puis là, il n'y a pas d'école, mais c'est pour le bonheur, c'est pour la sécurité des enfants. Ah, mais Jeff, ben, on va fermer, on va subventionner les entreprises anyway, donc vous n'allez rien perdre. Fait que incrémentalement, ben, tu arrives dans un régime quasi fasciste. Parce que ce qu'on a vécu, c'est un régime quasi fasciste où les médias étaient de connivence avec le gouvernement, avec un espèce d'objectif national flou de se battre contre un virus que finalement, il n'y avait aucun espèce d'effet. En fait, on a juste souffert de ça. Et de ne pas voir justement cette dérive-là comme elle l'est, nonobstant qui le fait, que ce soit la gauche ou la droite, là, on est tous été dans le même bateau. Là. Tu regardes Boris Johnson, tu regardes l'autre, le gros Ford en Ontario a fait exactement la même affaire. Qui était conservateur ou libéral, ça n'a rien changé. Là. Tout le monde est tombé dans le bateau. Là. Tout le monde. C'est ça qu'il faut reconnaître, les incitatifs. Quels sont les incitatifs? Puis la prochaine fois que ça arrive, ben, je pense qu'il faut être plus vigilant. Puis n'ayez pas peur de débattre dans vos milieux, de remettre les yeux en face des trous du monde, parce que c'est tellement évident. Puis c'est un exercice, je pense, de pédagogie, d'espèce de guérison nationale, je pense qu'il faut avoir. Il faut avoir une discussion sur à l'effet qu'il ne faut pas que ça arrive. Là. Rappelle-toi, à ce moment-ci, en tout cas, moi, j'étais pas arrivé au Québec encore, puis je me préparais parce que je me voyais que ça me brassait. Et quand j'étais arrivé, à peu près vers la fin mars, puis que tout était jammé, puis que là, on m'a demandé de rester dans la maison 14 jours, etc. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était les arcs-en-ciel. C'était comme si c'était un moment le fun. C'est comme célébrons le temps en famille, célébrons, ça va bien aller, c'est bien, puis ça fait du bien, il y a certaines choses qu'on retrouve. Je dis, voyons donc, Chris. Mais t'as raison, on se retenait. Voyons, c'est pas normal ce qui se passe là. Jeff, la dynamique des arcs-en-ciel, quand tu regardes un culte, un mouvement de masse, comme les nazis, je pense que c'est un exemple typique parce que tu avais tout un principe de... c'est un peuple qui avait été perdu la Première Guerre mondiale, hyperinflation, donc il y avait comme une fierté nationale qui était comme éteinte. Fait que là, tu as une espèce de weirdo qui arrive et qui ravive ça avec des discours enflammés, puis une image de parti, parce que tu regardes l'esthétique de tout ça, les grands rassemblements, les banderoles, il y avait quelque chose d'attirant pour les gens, le commun des mortels, qui tentait de avoir une certaine fierté. Je ne dis pas que les arcs-en-ciel, c'est exactement la même affaire. Allez pas faire des cotes à style malhonnête de ce que je viens de dire. Là. Mais là-dedans, il y a une manipulation de masse avec des symboles, puis dire, tu sais, l'idée de « we're all in this together », là. Mais en réalité, on n'est rien ensemble. Là. Moi, on n'a rien en commun, on n'est pas ensemble. Moi, j'étais avec ma famille, les gens que j'étais en business, j'ai mon cercle d'amis, mais on n'est rien. Il n'y a pas de droit collectif, puis il n'y a pas de richesse collective. Il y a des individus, des familles, des entreprises, des associations volontaires, mais la plus grosse fraude de la politique moderne, c'est l'idée qu'il y a des droits puis de la richesse collective. Il n'y a rien de tout ça qui existe. Non. Si on n'est pas là individuellement. Thank you, Joe. Voilà, un bon 35, ça. Excellent. Un bon 35. Il y a eu pas mal de scie mécanique là-dedans. Là. Le vestiaire s'en vient dans quelques instants. The Revolution. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com.
Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. Tiens, toi, le retour de l'Est après des belles vacances à Los Cabos et notre chum Corporate America Dodu. Moi, je me suis fait canceller la semaine passée. Fait que je suis content d'être de retour. Ça n'a pas été trop long sur le banc des punitions. T'as-tu ta paye pareil? Ça a été c'est un problème de gestion. Là. Quand j'ai su que vous me canceliez pour le budget du pays Québec, j'étais déçu en sacrament, on va te le dire. Là. Ouais, c'est quoi? On a mis Yann Sénéchal parce que Yann n'était pas là. Il est arrivé une histoire, mais j'ai dit, garde, Dodu, il est capable d'en prendre. J'ai dit, il y a un vestiaire à la place d'un budget. Là, j'ai dit, d'après moi, ils ont atteint la limite. Ils nous trouvent trop fatigants, fait qu'ils nous ont cancellés pour de vrai. Ben non. On coûte trop cher. Justifiez votre patente. De quoi est-ce qu'on parle à ce temps-ci de l'année, là, avec l'approche des séries qui s'en vient? Est-ce que le Canadien, c'est encore un sujet où on parle de tous les autres clubs, puis le Canadien, on oublie ça? Est-ce qu'on est en... Le Canadien, ça fait quand même un bout qu'on ne s'est pas parlé. En tout cas, avec l'Est, je le sais. Moi, le Canadien, Jeff, honnêtement, je trouve que c'est quand même encore un sujet le fun pour la simple et bonne raison. Je ne veux pas être ultra excité. Là. Ils ont une saison correcte. Là. Mais si tu as regardé les matchs dernièrement, là, tu peux être un peu énervé avec l'avenir. Là, parce que le jeune Slav à 19 ans, il joue bien en Simonac. On s'est peut-être trouvé un vrai gars de premier trio, gros bonhomme. Mais moi, ce que je voulais te parler, puis je l'ai envoyé aussi à Mr. White, c'est que, tu sais, je m'amusais sur Cap Friendly. Là, ceux qui ne connaissent pas capfriendly.com, là, c'est là que tous les contrats, les salaires, les moyennes de cap salarial, tout est là. C'est vraiment un super site web. Mm-hmm. Tu sais, là, je pensais au chauve, parce que, tu sais, je vous parle du chauve, puis là, je vous dis, soyez patients, puis on va voir où ça s'en va. Puis là, on voit du progrès. Mais, tu sais, les gars, l'équipe du Chauve, là, on la verra pas vraiment avant au moins l'an prochain, sinon peut-être même dans 2 ans. Parce que là, n'oubliez pas qu'ils traînent des contrats de Marc on dirait un gars des changements climatiques. C'est bon. Toujours dans 100 ans. Les gars de changement climatique, là, on met une taxe, puis dans 100 ans, l'océan va se mettre à baisser. Là. On dirait ça. Mais non, mais c'est long, là, 2 ans. Là. Ben oui, mais Jeff, Brendan Gallagher à 6,5 millions, là, c'est-tu le Chauve qui l'a signé? Non. Josh Anderson à 5,5 millions qui va peut-être scorer 10 buts cette année, ou peut-être 15, je ne sais pas combien il est rendu. C'est pas lui qui l'a signé non plus. Joel Armia à 3,4, c'est pas lui non. Tu sais, à un moment donné, le meilleur gars joueur il est arrivé glaciaire. en poste Comment avec tu des dis, contrats Jonas? de marque. J'ai écouté la game au complet hier, Joel Armia, meilleur joueur sur la glacière. Puis j'ai écouté la game contre Calgary, meilleur joueur sur la glace. Fait que, tu sais, oui, ça coûte 3,5, mais tu peux pas te débarrasser de ça. Quand tu regardes la profondeur à l'avant de cette équipe-là, elle est zéro. J'aime bien Raphaël Harvey-Pinard, mais il n'y a pas une grosse saison. Non, il est blessé, mais ça marche plus ou moins. Gallagher, hier. Puis, tu sais, hier, la game, je l'ai regardé, là, puis Caulfield, je l'aime, là. C'est un scoreur. Mais quand tu vas jouer dans l'Ouest, là, puis que c'est gros, puis ça frappe, puis c'est assez rapide, il devient assez unidimensionnel. Parce que quand tu vas jouer là-bas, tu es le deuxième changement. Ça fait que tu embarques tes gars, puis eux autres embarquent tes gars après. C'est ça. Fait que, ils mettent le meilleur défenseur. Hier, il y a eu une soirée de misère. Pas capable de... les bagarres à 1 contre 1 sont répertoriées dans le national. D'après moi, ils n'en gagnent pas bien quand il va dans l'Ouest. Puis je trouve ça plate un peu parce que, tu sais, c'est notre pierre angulaire. Si on veut gagner, il faut qu'il compte des buts. Mais ça va être tough. Mais tu peux pas te défaire des buts, là. Là, il y a une bonne saison, là. Il ne score pas autant de buts, mais il passe le puck un peu plus. Là. Il va pogner le 65 points cette année. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, 3e saison complète dans la Ligue, 65 points à quoi? À 23 ans à peu près? Moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, l'autre gars, j'ai des réserves. Dire, Christian Dvorak, là, que Marc Bergevin n'a pas signé Dano à l'époque. C'est pas lui qui a décidé de le signer non plus, le gros Dvorak qui est pogné avec, puis lui puis son salaire de quoi, je pense qu'il gagne 4,5 millions, quelque chose du genre. Mais l'année prochaine,
certains contrats finissent, on va commencer à avoir quelque chose qui a de l'allure, les gars. Puis c'est encourageant, je trouve. Moi, je suis encourageant parce que moi aussi, je suis dans ton point. Parce qu'à la défense, là, on va avoir des munitions pour aller chercher des gros gars à l'avant. Ah, là, il y a Hudson revient, là. À la fin de la saison universitaire, Hudson, il s'en vient à Montréal. Ils vont le faire jouer là, à 5 pieds 10, 5 pieds 8, 5 pieds 9. En tout cas, on ne le sait jamais, c'est quoi, mais c'est un petit défenseur rapide. Après moi, c'est comme toi, là, c'est 5 et 10 à la carte de hockey, mais on ne sait pas s'il y en a en vrai vie, c'est ça. Mais d'après moi, lui ça va être son style de jeu qui va... La Ligue nationale, comme on a disait tantôt, hors d'onde, là, ça frappe plus, là. Ça frappe dans l'Ouest, mais c'est moins robuste qu'avant. Ça fait que lui, il a des bonnes habilités. J'ai hâte de voir Ambaker, là, qui est rentré au Bercail cette semaine. Il va jouer dans la Ligue américaine en fin de semaine. Lui, là, il va avoir un wake-up call. On va voir si vraiment son QI hockey est fort. Parce que quand tu joues dans la Ligue américaine, ça frappe. C'est un hostie de temps. Là. Ouais, mais pas mal plus là, que dans la Ligue vrai, nationale. Si vous regardez les games, tu as zéro analyse à faire. Le gars arrive de l'Europe. C'est une petite glace. Tu sais, je veux dire, tu peux rien évaluer pour les prochaines 2 semaines. T'es un premier choix. Laisse le gars arriver. Hey, t'es un premier choix. T'as un QI hockey. T'es supposé d'avoir un QI hockey plus élevé que la moyenne. Donc, c'est un gars qui va ça prendra pas 2 semaines avant qu'elle se revirait de bord. Tu comprends? Il va être bon en partant. Il va être bon. Là, il n'y aura pas des points à en finir. Il n'y aura pas des points comparé à la boule. Ouais, mais c'est pas grave. Apparemment, moi, je l'ai pas vu jouer dans le camp d'entraînement. Apparemment, que c'est pas un obstacle. Puis quand il l'aura pêché, c'était pas un obstacle non plus. Bon, on verra. Mais ça, si lui, il fait la job, on a un sacré problème à la ligne bleue pour les prochaines années. Là. On va falloir l'envoyer. Non, mais c'est un heureux problème. Oui, c'est ça. Ben oui. J'aimerais savoir ce problème-là de ce temps-là. Moi, trop de morceaux passés à place de ne pas en avoir assez. Mais ça va être plus le fun à gérer. On va pouvoir envoyer des bons joueurs pour avoir des bons joueurs d'avant. On s'est entendu que Canadien qui finit va finir dans la cave, il faut le dire. Là. Ben, il faut qu'il arrête de repêcher des défenseurs. Là. À un moment donné, il faut qu'il regarde en avant un peu, là, le Canadien. Là. C'est ça l'histoire. Là, on va avoir quand même un gars assez haut quand même. Le Canadien, il faut qu'il regarde juste l'attaque pour l'avenir. Juste l'attaque. Oui, puis on a le champion du bingo. Là. Les défenseurs, on en masse. Là. Oui, on a un champion de bingo, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. Gorton, champion du bingo, là. Fait que, mais tu vois, Jerry, ça me fait. Puis c'est un peu ce que je regardais parce que je regardais le classement. Puis, tu sais, les Canadiens, cette année, ils ont perdu 12 games en prolongation ou en fusillade. 12. Fait que prends le total de points, malgré le fait que Dak n'a pas joué de l'année, malgré le fait qu'il y a eu quelques blessés. Mettons que tu dis qu'il y en a 6 là-dedans qui gagnent à la place de perdre. Faut que tu lui rajoutes 6 points. C'est sûr. Il serait à 68 et il flirterait avec les Devils, les Sabres, les Islanders. On serait pas si loin. Fait que moi, d'après moi, l'année prochaine, les gars, vraiment avec quelques contrats qui vont finir, peut-être comme Les dit, si on fait un gros move avec l'extra de défenseurs qu'on a, l'année prochaine, on va commencer à voir l'équipe du Chauve un peu plus à la glace. Puis là, avec mon buddy Martin va mettre ça sur les rails. Là, fait que ça devrait bien aller, les gars. Moi, je suis confiant, sérieux. Puis là, je sais que Jeff et Jerry, on a fait le point souvent, mais certains matchs sont plus le fun à regarder aussi. C'est le fun à regarder quand tu sais que tu as un vrai premier trio. Tu sais, Suzuki va probablement en scorer 30 cette année. Ça va probablement être le gars avec le plus de points. Suzuki va très, très bien. C'est plus le fun à regarder aussi. Là. Mais l'émergence de Slafkovský, ça fait toute la différence. Ben oui. Parce que l'année passée, il faisait rien. Là, il les aide. Là. Mais ça prouve que si tu es un peu patient, tu lui donnes de la glace, tu trouves avec les... Christophe, vous avez joué au hockey, tabarouette, vous autres. Vous avez joué au hockey, vous savez. Des fois, tu joues avec un gars qui est très bon, mais tu t'entends pas avec sa glace. Tu le sens pas. Mais là, Christophe, on a un trio, les gars, ils fit ensemble. Là. Tu touches pas à ça, tu touches à rien à ça. Tu es en train de bâtir. Là. C'est pas le temps de dire, ouais, mais comme tu disais tantôt, Caulfield, ouais, il est comme moyen, on pourrait mettre un autre gars. Non, tu touches pas à ça. Tu es en train de bâtir quelque chose. Là. On est dans la cave de toute façon. C'est Christophe, là. Et by the way, New Hook, à un moment donné, il pognait une passe, New Hook. Il est capable de pogner une passe. Juste avoir le même. Il est capable de pogner une passe. Ben lui, c'est le Chauve qui est allé le chercher parce que c'était son client quand il était... OK, c'est son client. Ouais, c'est ça. OK, c'est beau. C'est juste parce que c'est son client. Là. Non, mais c'est ça pareil. Il va chercher ses clients. Le dernier, qui est White, qui est allé chercher, là. Lui, c'est ridicule, mais je veux dire, laisse. New Hook, c'est sa 3e saison complète dans la Ligue. Là.
On peut-tu lui donner une petite chance un peu? Là? Il a manqué, il s'est cassé à la cheville cette année, il a manqué. Puis il a quand même 22 points 40 games avec pas de joueur de centre. Lui, il jouerait avec Dak, ça irait d'après moi très bien, mais là, il joue avec. On sait pas trop qui, il joue avec Evan, genre. Là. C'est pas évident. Là. Mais la game on avait d'hier, Monahan, on l'a perdu, les gars. Aussi. La game d'hier, c'est quand même, dans mon livre à moi, assez concluant comme que le Canadien est dans la bonne voie. Parce que les Oilers, c'est quand même l'équipe de l'heure. Oui, c'est une grosse équipe. Une grosse équipe, là. Ils ont mal commencé, c'est l'enfer, c'est inimaginable. Puis, ils sont assez complets à l'avant, ils sont dangereux, pas à peu près. Puis, tu sais, on disait toujours, les powerplay, on va faire 2 vagues de powerplay. Les autres, ils n'ont pas bien 2 vagues de powerplay. Là. Les autres, ils embarquent le meilleur. Puis, ils embarquent les Kings. Oui, c'est ça. Fait que là, ils ont quand même pas lâché. Ils perdaient 2-0. L'équipe aurait pu lâcher et dire, regarde, on est sur la route, 2-0 contre la meilleure équipe. Si on arrête. Mais non, ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué à travailler fort. Puis, je trouve que ça, c'est un esprit de corps qui... Les jeunes vont être encore là l'année prochaine. Le goaler était incroyable, était très bon. Et la défensive est bonne. Là, Jacky a recommencé à jouer comme il jouait, avec un peu plus de lousse. Il va à l'attaque. Goulet, Goulet, là, excusez-moi, gars, mais à son âge, là, c'est un esti de défenseur. Là. Ça aurait fini combien avec Martin Saint-Louis comme coach, game-là, hier? Ah, ça change rien. Martin Saint-Louis. Même affaire. Même affaire. Tu sais, Martin, il est plus peut-être volubile, il est plus peut-être, comment je pourrais dire, plus dans les détails. Mais tu sais, les gars, ils ont une game à jouer, puis le coach ou pas de coach, là, ils savent que c'est lui qui coach. Là. Et ils savent, là, c'est les trios, là, puis qui qu'on embarque, là, c'est lui qui décide tout de chez eux. Là. C'est bien évident. Là. Ouais, puis ils ont donné rien que 3 buts aux Oilers. Là. Je veux dire, l'Allemand puis l'autre, mec Jésus, ça roule. Là. Ouais, puis ça a plus de ça. Punition de 4 minutes qu'on failli tuer contre ces gars-là qui n'ont pas débarqué pratiquement les 4 minutes de powerplay. Oui. C'est quand même bon, là. Donc, vous êtes positifs, les boys. Ouais. Ben oui. Moi, je suis positif. Ben oui. On le savait d'où ce qu'on partait. Là. Je veux dire, à chaque semaine, il faut qu'on voit de la progression, mais on partait de loin en Simonac. Là. À un moment donné. Mais si on élargit un peu, là, c'est qui votre top? Laisse, mettons, là, aujourd'hui, d'après moi, eux autres vont gagner la Coupe Stanley en regardant la période. Parce que là, on ne s'est pas parlé depuis la période des échanges. Il y a eu des ci, des ça. Là. Ben moi, je suis curieux de savoir c'est qui votre espèce de pic de dire ça, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Moi, j'ai vu l'équipe live à New York, puis ils m'ont impressionné sans bon sens. Puis là, ils ont rajouté 2 gros morceaux à leur équipe. C'est la Caroline. Caroline, c'est une équipe quasiment bâtie parfaite pour les séries. Une équipe de corridor, une équipe qui font les jeux simples, qui vont chercher la rondelle, sont toujours premiers sur la rondelle. Vous avez dit la même affaire en même temps l'année passée. On a dit la même affaire. L'année passée, il manquait de punch à l'offensive, puis là, ils sont allés chercher pas dit ça l'année passée. Vous n'avez pas dit ça l'année passée. Bon. Ben oui. Vous avez dit exactement ce que vous dites là, ils sont fait sortir en 4. On va sortir les tapes. On va sortir les tapes. C'est ce que vous avez dit pareil. Mais là, ça reste que là. Pourquoi ils ont perdu? Ils scoraient un but par game dans les playoffs. Là, t'as Genzel puis t'as Kuznetsov que tu rajoutes à ton line-up. Là. Ils sont en feu. Tu vas à la game hier? Ils sont en feu. C'est épouvantable. Je pensais que l'équipe à Patrick allait se battre plus fort, par exemple. Moi, t'avouer que je l'ai mis justement. J'ai dit, allez voir, c'est Patrick qui coach. Les Islanders se battent pour le vie. 3-0 après une période. J'ai dit, les boys. Équipe vieillissante. Ils n'ont pas de talent, Liz. Équipe vieillissante. À la défense, qui avait des. Tu sais, il y a 2-3 ans, ils étaient vraiment bons. Les défenseurs, les tours, on l'appelait les gros défenseurs, ils ont perdu de la vitesse ou la vitesse de la Ligue a augmenté un des deux. Mais là, défensivement, à part Dobson, là, ici bas, puis Taze. Taze est rendu à Colorado, c'est ça que j'allais te dire. Ils ont été échangés d'Aaron Taze qui est allé gagner la coupe là-bas, mais s'ils l'avaient, ça les aiderait pas mal. Oui, exact. Je sais pas sûr de ce que Lou Lamoriello fait. Mais moi, il y a une affaire, je veux vous parler, les gars, parce que je suis d'accord, Caroline, les Panthers sont dangereux, là, puis ils jouent tough, plate à jouer contre. C'est fatigant. Mais je vous ai dit tantôt, Canadienne a perdu 12 en prolongation ou en fusillade cette année. Moi, juste une affaire. Les Panthers, là, un des matchs qui m'a impressionné, ils ont joué plusieurs matchs où on pensait qu'ils allaient aller à New York, qu'ils allaient à telle place. Mais le match impressionnant qui montre comment ils sont prêts pour les playoffs, c'est celui contre Dallas. Tu perds 3-1, puis finalement, garde sur vire ça de bord à maison là-bas. Ça veut dire que c'est le genre d'équipe. On les a vus dans les playoffs l'année passée. Ouais. C'est le genre de club que tu perds par 2 buts au début de 3e période, vont gagner ça 4-3. Okay.
Donc, ça, là, ce genre de club-là, dans les playoffs, c'est ça qui fait la différence. Il y a des clubs qui sont capables de gagner quand ils prennent le lead. Il y a des clubs qui ne sont pas capables de gagner quand ils tirent de l'arrière. Même des bons clubs. Là, je regardais ça, je pense que je vais tomber là-dessus, là, un genre d'analyse là, sur les clubs qui sont... faut qu'ils partent du bon pied pour être dans le game, sinon ils ne reviennent pas. Ben, moi, je pense que dans les playoffs, ça arrive souvent que même les bons clubs perdent 1-0, 2-0. Qu'est-ce qu'il faut que tu reviennes? Donc, quand tu n'as pas eu ça ben dans l'année, tu n'es pas prêt ben pour les playoffs. Ben, les Panthers ont fait beaucoup dans les 2 derniers mois. Tu commences le match un peu correct, tu laisses aller, hop, tire de l'arrière 1-0, 3-1, boum, arrive en 3e, bang, 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 bang. Ça, pour les playoffs, c'est un gros... Pas que ça me fait plaisir de donner raison à l'Est, là, mais tout de suite après ce game-là, ils se sont fait rosser par Caroline, par exemple, 4-0. Oui, je sais. Mais la Floride, c'est l'année passée, j'enlève pas qu'ils vont aller loin, hein, mais le goaler a fait une grosse différence. Cette année, sa saison est comme OK, normale, puis ils ont même mis le 2e souvent. Mais tout va dépendre de ce goaler-là encore, là, qui est comme un sac Bobrovski. Ouais, il est comme un sac à surprise. Mais je pense qu'il y a une meilleure défensive, cette année. Ah oui, mais en série, là, je regardais hier, là, les Hallers, c'est l'équipe de l'heure, là. Mais dès que le Canadien a commencé en 2e à mettre de la pression sur le défenseur, Evan Bouchard, l'autre qu'on avait à Montréal, Kulak, voilà, il a commencé à faire des revirements. C'est le gros morceau de la place. Oui, c'est ça. Mais à faire des revirements, ben là, les Canadiens n'ont pas d'équipe. Là. Puis ça allait mal. Imagine-toi donc quand ils vont prendre Vancouver ou Dallas, eux autres sont plus tough encore, puis ils ont des bons joueurs. Je ne sais pas s'ils sont assez prêts. La Caroline, pourquoi je vous dis qu'elle est prête? Parce que la défensive est incroyable, Goaler est incroyable, mais à l'avant, c'est un style de jeu, comme Jerry disait l'année passée, il joue sur des tracks de chemin de fer. C'est tout à l'avant. Il n'y a pas des fling-flagneux, là. On va chercher à la POC, puis... Vous avez dit la même affaire l'année passée? Moi, c'est vrai, vous avez dit carrément ça sur la Caroline. Vous avez dit carrément ça. Je niaise pas, là. C'est ce que vous avez dit de la Caroline au mois de mars l'année passée. Il fallait sortir les tapes. L'exemple est pareil. Je me rappelle qu'il y a une affaire qu'on a dit, par exemple, on a parlé de la série Boston Panthers. Puis moi, c'est l'équipe que je veux vous parler, les gars, parce qu'on parle de Colorado, on parle de New York, on parle de Caroline, on parle d'Edmonton. La première équipe dans la ligue en ce moment, c'est les Bruins. Ouais. Puis les Bruins, cette année, là, quand je disais Canadiens, tantôt, ils en ont perdu 12 en prolongation ou en fusillade. Les Bruins en ont perdu 15 en prolongation ou en fusillade. Cette année, juste cette année, 15 défaites en prolongation ou en fusillade. Fait que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Tabarnouche, il pourrait être premier avec bien de l'avance s'il n'avait gagné juste la moitié de ceux qui ont perdu. Ça serait. Puis pourtant, on n'en parle pas beaucoup parce que, deuxième centre, Patrice est parti, Krejci est parti. Mais il y a des gars à Boston, les gars qui ont des méchantes de bonnes saisons. Charlie Coyle a une excellente saison. Là, Zaka on a dit ça l'année passée, puis c'est vrai. Là, ouais. Puis ils ont perdu en 4 contre Floride. Là. Mais Tabarnouche, c'est quand même assez spectaculaire, année après année, que cette équipe-là réussisse à être aussi dominante. Tu sais, c'est... Il y a un esprit d'équipe. C'est 97 points avec 70 matchs de jouer. Dodu, toi, tu connais beaucoup les joueurs. Pavel Zaka, ça vient de où, ça? Ça vient de New il est Jersey. Incroyable. Ça, c'est un vol de Boston. Là. New Jersey voulait s'en débarrasser. Ils ont envoyé ça là. Puis là, ben, Patrice Bergeron était là avec Krejci. Fait que Zaka jouait, comme dirait Pierre Sévigny, pas powerplay. Il n'y a pas de powerplay. Puis là, ben, Patrice est parti, puis Krejci aussi. Fait que là, Zaka, il a du powerplay. Là. Fait que, je veux dire, tu le sais, là, quand tu es sur le powerplay, habituellement, tu vas ramasser une passe si c'était là, un moment donné, là, même si tu joues avec les... Ah, mais lui, il n'est pas moyen. Là. Lui, il n'est pas moyen. Il est pas mal bon. Ah non, il est très bon. Là. Dans tout. Il est physique. Là. Ouf. Mais tu sais, ça, c'est le genre de gars que le Chauve pourrait cibler. Parce que ce gars-là, Zaka, si je me trompe pas, puis moi te le dire, je l'ai là en face, là, il y a 26 ans. C'est un premier choix, ça. C'est un premier choix de New Jersey. Ben oui. Puis ils ont été le chercher pour une poignée de change parce que New Jersey voulait s'en débarrasser quand il y avait... Ben, ça fait 2-3 ans de ça, fait qu'il devait avoir 23 ans quand le New Jersey a décidé de tirer à la plaque dessus. Une autre preuve que tes premiers choix, il ne faut jamais t'échanger ça. Hey, ils ont changé ça, laisse contre Eric Halla. Hey. S'il est premier choix, c'est pas pour rien. Donne-y une chance.
Celui-là, il est en train de bloomer avec Boston. J'ai une question pour vous autres, les grands connaisseurs de hockey. Les experts, PM. Les experts. On est des experts. Vous connaissez ça, donc je vous pose la question. Moi, je connais pas bien ça. Mais qu'est-ce que ça dit? Tu sais, on regarde Boston depuis à peu près 20 ans. C'est à peu près toujours pareil. T'sais, ils sont toujours à la même place. Tu regardes le line-up, c'est à chaque année. Tu regardes le line-up, tu dis, ils n'ont pas de club. Puis finalement, ils sont toujours des meilleurs. Puis il y a eu des changements de coach là-dedans. Il y a eu Claude Patent de choses. Il y a le gars qui était là avant, un autre. Peu importe. Donc, il y a comme un mood dans cette équipe-là. Moi, je pense que ça... Écoutez la série Dynasty sur les Patriots. Vous allez comprendre pourquoi pendant 20 ans, ils ont été dominants. Ça passe du propriétaire. Ben oui. Ensuite, il y a le gars là en bas, puis il y a l'autre après. Puis tu as une vedette à travers ça. Dans le cas des Patriots, c'est Brady. Mais le propriétaire des Patriots, son gars, les deux alphas qui mènent le club, Belichick est un estime malade dans la tête qui veut juste gagner puis est prêt à crisser n'importe qui en dessous de l'autobus. C'est le système avant, puis c'est toute la patente qui marche avant. Après ça, tu as Brady. Donc, tu as un genre de... Pendant 20 ans, ils ont dominé, une des plus grandes dominations du sport. OK? Boston, c'est un peu pareil. Le coach, le propriétaire, un esti d'alpha, mène la Jeremy ligue. Jacobs. Il mène la ligue. C'est lui qui mène la ligue. C'est ça. Jeremy Jacobs a le gros Cam Neely qui est là. Toute la gang qui amène alentour, ils ont comme une sauce. OK? Ils ont une sauce. Je pose la question. Est-ce que un gars comme Bergeron a profité beaucoup de la sauce, du système, avec le genre de joueur qu'il était? Est-ce qu'il aurait eu la même carrière finalement dans d'autres systèmes où que les gens perdent patience avec des gars, des fois qui ont des saisons peut-être coup-ci, coup-ça? Ce que je veux dire, c'est que quand un joueur arrive à Boston, est-ce qu'il devient meilleur qu'il est? De par comment cette équipe-là est gérée, comment le système est géré. Ben, Je ne sais pas s'il devient meilleur qu'il est, Jeff, mais il a certainement une meilleure chance de se développer. Là. Je vais te la poser à l'envers. Est-ce que Pasternak avait le potentiel de devenir ce qu'il est en ce moment? Je pense que oui. Est-ce qu'il serait devenu ce qu'il est là dans d'autres équipes? Ailleurs, Probablement pas. Voilà, je suis 100% d'accord. Tu sais, les Patriots, on disait, les Patriots, il manquait mais il y a un running back qui partait. Il nous arrivait un gars qui s'appelait White. C'est des gars qui s'appellent White. Il y en a 75. Ah ouais, c'est ça. Le gars était chez UPS l'année d'avant. C'est quoi qu'il fait là, lui? Sacrement, il court 1200 verges dans l'année. On le connaît pas. Ben, les Browns, c'est pareil. Mais Jeff aussi, faut pas oublier que les Browns, ils sont dans un quartier, dans un état où les universités sont très fortes. Eux sont là toujours. Puis avec le temps, ils ont toujours sorti 1, 2, 3 gars d'université que personne n'avait vu. Grizzly, tu sais, des défenseurs. Terry Crews, qui a commencé, il n'est plus là, mais Terry Crews, c'est un gars d'université. Mais il a connu des très, très bonnes saisons à Boston. Tu sais, il y a tout le temps quelques surprises de même, comme tu dis, qu'on ne connaît pas, puis qui sortent des universités dans le coin de Boston. Comparativement à nous autres. Nous autres, on les repêche, puis... Tu sais, eux autres, là, ils les connaissent. Ils les connaissent par cœur. Fait que ça, là, où les gars sont là toujours, à tous les jours. Donc ça, les surprises, eux autres, ils savent en estivie, là. Fait que ça aide beaucoup, cette équipe-là, d'après moi. Parce qu'il y en a toujours. Puis, la deuxième affaire, tu sais, Cam Neely, là, c'est un vrai gagnant, là. Hey, tu le vois dans les séries. C'est un excellent point. C'est le point le plus important. Là. Quand tu regardes en haut, quand le joueur il regarde en haut, là, ça passerait, il y a une grosse face bête. Puis moi, c'est Cam Neely, face bête. J'ai parlé à bien des gars qui ont joué dans le show. Puis le gars le plus impressionnant contre qui ont joué, ça revient souvent à ce gars-là. Il n'a pas joué longtemps, là. Mais apparemment, c'était un animal. C'était un gars complet comme jamais. Là. Lindros était complet, là, mais lui, là, il était encore bien plus complet. Là. Puis quand il vient de parler, ce gars-là, d'après moi, si tu l'écoutes, là, parce que c'est tout un background. Là. Oui. Puis c'est pas un câble. Oui, puis ça fait la différence que tu ailles le propriétaire puis que tu ailles un gars de même au niveau. Lui, il est comme président. Il est même pas DG, moi, c'est ça. Parce que, tu sais, puis lui... Juste vous dire, c'est tout ce qu'on n'a pas à Montréal, en bon sens. Tout ce qu'on parle là, on a 0 à Montréal. Mais non, mais c'est sûr. Incluant ton chauve, là. Bon, mais mon chauve, ils viennent d'arriver, Jeff. Ça prend 20 ans. Je comprends, mais je comprends que tous les joueurs ne peuvent pas donner à des dirigeants et des coachs. Mais quand tu as quelqu'un qui a joué la game, c'est une autre affaire. Ben non, mais si, mettons, le propriétaire, c'était effectivement un autre gars,
puis le président de tes opérations hockey, c'est Patrick Roy, on aurait une maudite base à bâtir dessus, je pense. Là, c'est sûr qu'il y a des gars qui vont être menottés. Là. C'est clair. Le chauve, à un moment donné, il ne va pas faire de miracle non plus. Mais tu sais, ça prend du temps, les gars. Là. C'est pour ça que je dis, soyons patients, voyons si on est directionnellement, si on pointe dans la bonne place. Parce que ça prend, je veux juste finir là-dessus. Je veux te finir là-dessus avant, là, parce que tu l'as dit tantôt. Là, puis laisse te parler des joueurs universitaires. Puis on a déjà parlé de comment Tampa Bay, bon, le Tampa Bay, c'est plus l'équipe que c'était, mais c'est pas grave. Ils seront jamais dans le fond en bas. Ils ont une manière de développer les gars, puis ils vont réussir à développer, parvenir. Comme fait Yzerman en ce moment avec Détroit, Boston, ils ont ça. Là. Ils développent les gars. Là. Patrice ça, c'est une autre affaire qu'on on n'est pas si bon encore. Peut-être que là, on voyait une progression, mais on n'a jamais... Tu sais, dans les 20 dernières années, on n'est pas une organisation pour développer comme du monde nos jeunes. Ben, on était des mauvais repêcheux aussi. Il faut se le dire. Là. Galchenyuk, les gars, regardez le draft de cette année-là. C'était une catastrophe. Là. Regardez les 15 dernières années de repêchage, ou mettons, entre 2007 et 2021, mettons. Là. Ouais, mais on n'est pas tout seul. Moi, quand quelqu'un me dit ça, moi, je me dis, je ne sais pas quand j'ai regardé ça, là, mais il y en a d'autres flops dans d'autres équipes. C'est pas juste il y en a dans toutes les équipes. Oui, mais moi, ce que je te dis, c'est que c'est mathématique. Prends tous les gars qui ont été repêchés entre 2010 et 2020, mettons, là, puis calcule le nombre de matchs qu'ils ont joué dans la Grande Ligue, puis fais le calcul avec toutes les équipes. Canadiens, ils ne sortent pas dans le top 2 tiers. Ils sont dans le dernier tiers de ces équipes-là. Fait que, à un moment donné, non seulement on les développe pas, mais en plus, on repêche mal. Mais tu sais, ça prend du temps. Tu sais, Don Sweeney, le directeur général des Bruins, là, il travaille pour l'organisation depuis genre 15 ans. Ouais. Il a travaillé avec Chiarelli, il a commencé là, il a monté depuis je pense que ça fait 6-7 ans qu'il est GM des Bruins. Mais ça prend du temps. Autre exemple, je vais vous donner, puis je veux le souligner en même temps. Championnat canadien universitaire de hockey, les gars, là. Je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu. C'était dimanche soir, la finale. C'était l'UQTR, les Patriotes, que moi, je joue pour Concordia, mais je viens de Trois-Rivières. Fait que c'est sûr, je connaissais un peu de boys là-dedans. On jouait contre les Varsity Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. C'est le même pattern. Là. Ça part d'en haut. C'est une culture qu'ils ont développée depuis 20 ans. Je pense que c'est leur 9e championnat canadien depuis 20 ans. Cette année, les gars, 38 victoires, 0 défaites. Hey. Tabarouette. Tu parles de Trois-Rivières? Non, je parle de Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Trois-Rivières en finale. Okay. Trois-Rivières avait une très bonne saison. L'Université de Nouveau-Brunswick, 38 victoires, aucune défaite. Oui, mais il ne faut pas oublier que le coach qui était là, le coach qui coach l'université-là, il est allé coacher dans la Ligue junior majeure. Ils ont gagné la Coupe cette année-là. Mais c'est pour ça que je te dis, que quand c'est une patente de culture, puis tu as du monde dans ton organigramme, que c'est... T'es déplaces de nos. Hey, le gars, ils l'ont appelé au mois de février. Ils ont dit là, ça va mal à la shop. On reçoit la Coupe Memorial. Tu veux-tu venir me donner un coup de main? Il dit OK, pas de problème, moi, y aller. Fini la saison, il gagne tout. Il retourne à l'université. L'année d'après, qu'il arrive à l'université, là, je me souviens pas si c'était 1 an ou 2, mais regarde, là, 38-0. Pourtant, c'est pas les mêmes joueurs que quand moi, j'étais là il y a 10 ans, là, les gas, là, ou 8 ans. Là. 7-8 ans. Là. C'était tous des gars différents. Là. Mais on le savait. On allait jouer des games d'exhibition contre eux autres, des games d'exhibition. Hey, ça n'avait pas d'allure. Là. Tu le vois, ce genre d'affaires-là. C'est pas très tangible, pas très concret, mais ça se voit. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Et voilà pour le vestiaire d'aujourd'hui. Puis voilà pour Radio Pirate Live d'aujourd'hui, en ce mercredi, pas mardi, on est mercredi. Demain, on lance le week-end avec l'aubergiste. Yes? Tu vas être prêt demain? Oui. Parfait. Hey, on a plus de vestiaire avec les boys, si vous êtes sur la version Prime. Donc, on a plus de vestiaire. On parle entre autres de Brash, mais on parle de plein d'affaires avec les gars. Donc, si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com. Mais la version Prime pour les membres. On s'en reparle demain, si hier. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out.